Voilà, normalement il y a du son. Bonjour tout le monde, j'attends que ça revienne. Voilà, normalement il y Yes. a du son. Bonjour tout le monde, impeccable, impeccable. En fait, c'est incroyable, c'est la loi de Murphy. En fait, à chaque fois systématiquement, vous verrez sur les replays, chaque fois que je ne vérifie pas qu'il y a du son, c'est là qu'il n'y en a pas. À chaque fois que je vérifie, tout fonctionne bien. Donc, la loi de Murphy en bonne et due forme. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je disais, ouais, le fond vert, il est un peu dégueu. Normalement, je stream la nuit parce que je travaille en journée. Et du coup, là, comme il fait jour, j'ai de la lumière qui rentre et le fond vert est absolument dégueulasse. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire genre on est sur un light show américain. On va faire un petit stream sympathique, on va pouvoir interagir ensemble. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, donc moi c'est Laurent, je suis éducateur spécialisé et je fais des émissions sur le social, le médico-social, plein de choses très sympas. Quelquefois du jeu vidéo aussi, mais plus avec MO5. Ici, je me concentre depuis quelques mois sur tout ce qui est le travail social et service d'aide à la personne. Et ce week-end, c'est un stream, c'est plusieurs streams caritatifs qui sont faits au profit de SIDAction. Donc vous voyez la cagnotte qui est au-dessus, voilà, moi je suis en miroir, voilà, inversé au-dessus. On a dépassé les 50 000 euros hier soir et là on en est à 67 537 euros et 61 centimes. Mon Dieu! Il faut que ça continue, donc je compte sur vous pour faire des dons. Chacun fait comme il peut. 1 euro, 2 euros, 10, 20, 100, ce que vous voulez. Chacun fait en fonction de ses capacités. Tous les dons qui sont faits en cliquant sur la petite bannière qui est dans la bio, la bannière SIDAction, les dons vont automatiquement dans la cagnotte. Donc voilà. Voilà. Que dire de plus? Donc oui, j'avais fait un sondage sur Twitter pour savoir de quoi vous vouliez que je parle pendant les streams. Donc c'est gaming for seduction, mais on peut faire autre chose que du gaming. Euh, le groupe Cœur de Gamer nous a dit de faire absolument ce qu'on voulait, de pouvoir faire notre programme habituel. Et sur Twitter, vous avez été plusieurs à me demander. Donc il y avait sondage. Donc en première position, il y avait langue des signes française, surdité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait hier soir. Il y a le replay, donc il y avait Lucas, Monsieur Wild avec moi, donc c'était super cool, j'étais vraiment super content, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire une vidéo avec lui, donc on a passé une super soirée, je vous invite vraiment à aller voir le replay, c'est vraiment cool. Là aujourd'hui pareil, il y a les sous-titres pour moi, vous pouvez cliquer et les activer en cliquant sur un coin de l'image sur Twitch et vous aurez des sous-titres pour moi qui sont générés automatiquement avec les défauts que ça comporte évidemment parce que j'articule tellement bien voilà mais c'est mieux que rien comme ça au moins si vous avez des problèmes d'audition, si vous êtes sourd ou malentendant vous pourrez avoir des sous-titres pour comprendre bah, quand je parle voilà. Donc aujourd'hui, ce sera stream pour répondre à vos questions sur tout ce qui est maraude et aide aux sans-abri. C'est un sujet que j'avais déjà traité plusieurs fois sur YouTube, mais comme vous me l'avez demandé, écoutez, on va repartir là-dessus aujourd'hui. Vaste sujet, les maraudes et l'aide aux sans-abri, vaste sujet. Donc on est parti sur voilà un stream. Voilà. Comme ça au moins je fais autre chose que meubler pour vous laisser le temps de faire vos dons sur la cagnotte de SIDAction. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, allez-y. Je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez. 2 secondes, je coupe le micro quelques instants. Voilà, vous épargnez des petits bruitages un petit peu dégoûtants. Parce que je viens de m'avaler un grand café. Donc voilà, les maraudes. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une maraude? Qu'est-ce que c'est qu'une maraude? Excellente question. Donc les maraudes, c'est un peu le nom qu'on donne aux actions sociales qu'on fait quand on tourne de nuit comme de jour d'ailleurs. Hein. Il y a des maraudes nocturnes, il y a aussi des maraudes diurnes où on va déambuler un petit peu dans les rues pour aller à la rencontre des personnes qui sont en galère. Donc que ce soit des sans-abri, des sans-domicile fixe, des personnes qui ont des problématiques liées à l'isolement, enfin bref, tous les gens qu'on va croiser dans la rue, on va pouvoir aller à leur rencontre pour répondre à leurs questions et puis essayer de répondre à leurs besoins ou en tout cas de les orienter vers les organismes qui sont adaptés.
Alors, là où j'ai fait le plus de maraudes, c'est avec la Croix-Rouge. J'en ai fait quelques-unes avec d'autres associations, mais là où vraiment je fais régulièrement de la maraude depuis quelques années, c'est la Croix-Rouge. Je suis pas en tenue Croix-Rouge, hein, parce que bon, ça aurait été rigolo, mais voilà, c'est pas un déguisement. Et je peux vous le montrer, hein, il y a mon gilet multipoche qui est là, voilà. Le petit gilet multipoche Croix-Rouge, hop là, tac tac tac, avec le gros logo dans le dos. Le petit velcro où on peut mettre action sociale à l'arrière. Est-ce que je l'ai le velcro? Non, là Non, non, là c'est mon logo de formateur, donc c'est pour le PSC1, mais en gros, on est en tenue Croix-Rouge quand on fait l'émission Croix-Rouge, et sinon, bah, c'est strictement interdit de les porter pour aller faire ses courses et tout ça. Donc, on se met en tenue, on prend le camion et on va dans les rues. Donc, il peut y avoir deux types de maraudes dans mon unité locale. Il y a les maraudes locales où on va se concentrer sur la commune qui correspond à notre secteur d'activité. Il y a certaines unités locales de la Croix-Rouge qui ont plusieurs communes sur lesquelles elles interviennent. C'est le cas de la Croix-Rouge à Alfortville, je crois, dans le 94, qui font à la fois Alfortville et Créteil, ils font les deux. Euh, Tolmir, oui. Puis j'ai trouvé l'uniforme un peu rigide. Ça doit pas être super confo, non. Ça va, ça va. Il y a le logo en plastique, effectivement. Bah, franchement, ça va, il est souple, hein. Le logo en plastique, il se tord dans tous les sens, hein. Il y a pas, c'est du costaud, hein, il n'y a pas de souci. Les anciens uniformes, il y avait un logo, je crois qu'il était cousu, c'était une espèce d'écusson brodé. Donc effectivement, il était plus souple, mais franchement, ça va. Il faut juste faire attention quand on le range à la maison de bien le mettre sur un cintre, parce que sinon on peut marquer le logo en plastique et il peut avoir un pli qui est pas super jojo. Et pareil, quand on fait les formations PSC1, qu'on fait tout ce qui est réa cardiaque, etc., quand on est en extérieur sur des événements comme par exemple ce que j'avais fait l'été dernier pour sensibilisation à la réanimation cardiaque. On est beaucoup en train de masser les mannequins tout l'après-midi et si jamais il y a le soleil qui tape, le soleil va beaucoup taper dans le dos et il peut y avoir des uniformes à la longue qui se décollent un petit peu à cause de la lumière du soleil. Ça décolle les plastiques, ça donne des petites bulles, des machins, bref. L'uniforme, bah après de toute façon quand l'uniforme il est complètement défoncé, on le rend et puis on nous en donne un nouveau. Coucou Kitty, bienvenue, bienvenue. On va passer toutes nos soirées, toutes nos journées ensemble, hein. On se voit tous les jours en ce moment. Donc voilà. Et donc les maraudes. Euh, quel est... Alors déjà, avant de vous parler du fonctionnement d'une maraude pour la Croix-Rouge, sachant qu'il y a pas mal de choses que je pourrais pas vous dire parce on a un devoir de confidentialité par rapport à plein de choses, notamment l'adresse du SIAO, où est-ce qu'on va se recharger en matériel, etc. Donc ça, c'est des lieux que je communique pas. Et quel bel uniforme, merci beaucoup. De toute façon, si vous allez sur mon Instagram, vous allez me voir en tenue Croix-Rouge. La Croix-Rouge française nous encourage à publier des photos quand on fait des missions pour encourager des personnes à s'engager en tant que bénévoles. Donc voilà, si vous voulez me voir dans ma belle tenue Croix-Rouge, allez sur Instagram /Laurent Charrier, voilà, tout attaché. Et puis voilà. Il y a une photo sur deux où tu es en uniforme. Ouais, ouais, parce que moi, Instagram, Enfin, Twitter, Facebook, Instagram, ça fait beaucoup de réseaux sociaux. Je peux pas passer mon temps à publier des trucs. Et sur Instagram, ouais, il y a une photo ou deux, sur deux où je suis en tenue Croix-Rouge parce que j'alimente Instagram vraiment parce que la Croix-Rouge me le demande. Mais sinon, si ça tenait qu'à moi, je mettrais une photo tous les 15 jours. J'y pense pas toujours, j'ai pas le réflexe Instagram, TikTok, j'ai un compte mais c'est juste pour regarder les TikTok des autres. Donc voilà, et puis on fait pas d'émissions pour se mettre en valeur ou pour se montrer. Donc je publie des photos surtout quand j'y pense ou quand on me le demande, quoi. Euh, les maraudes. Pourquoi on fait des maraudes? Alors, il y a quelque chose qui est très important parce qu'il y a beaucoup de critiques par rapport aux maraudes qui sont faites. Alors, quelques-unes qui peuvent être légitimes, hein, on peut être d'accord, pas d'accord. Et il y a souvent des critiques par rapport aux maraudes qui sont faites par méconnaissance de l'objectif des maraudes, du mode opératoire, de qu'est-ce que c'est une maraude, quel est l'objectif qu'il y a derrière une maraude. Et il y en a pourtant qui le font pour cela. Ouais, pour se mettre en avant, machin. Bah, moi, ça me dérange pas.
Franchement, les gens qui font de l'associatif pour se mettre en valeur, pour faire genre, regardez à quel point je suis quelqu'un de bien, je fais du social, à la limite, moi ça me fait une paire de bras en plus pour l'émission. Donc s'ils font ça pour de mauvaises raisons, bah c'est à eux de gérer ça. C'est à eux de gérer ça, de réussir à dormir la nuit. Moi ça me fait deux bras en plus, donc pourquoi pas. Moi du moment qu'ils publient pas des photos où on voit les visages des bénéficiaires, moi ça me dérange pas. C'est à eux de vivre avec ça après derrière. Donc, les maraudes, faut bien comprendre une chose avec les maraudes, c'est que le but c'est d'aller à la rencontre d'une population qui a une méconnaissance des systèmes d'aide ou qui est dans la rue depuis suffisamment longtemps pour être profondément désocialisé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une distance qui se crée avec l'usager, qui fait que les personnes vont se recroqueviller de plus en plus sur elles et vont avoir des difficultés de plus en plus fortes pour interagir avec les autres et pour déjà d'une subsister et encore plus avoir une démarche de réinsertion, que ce soit sociale, professionnelle, financière, peu importe. Quand on se replie sur soi-même, ça devient de plus en plus compliqué au fil des mois et au fil des années de re-rentrer dans le système. On est vraiment, plus on attend, plus c'est difficile. Ça peut prendre des années pour certaines personnes et certaines personnes n'y arrivent jamais. Les maraudes, alors Kitty, les maraudes, c'est pour aider les gens dans le besoin et essayer de les mettre dans les meilleures conditions, surtout en hiver. Pardon, j'ai imité ma petite cousine de 18 ans. Donc oui, effectivement, c'est pour... alors, il y a des besoins ponctuels, il y a des besoins ponctuels, des besoins immédiats auxquels on peut répondre, notamment quand il y a une personne qui est en rupture d'hébergement. On va pouvoir être en lien avec le 115, avec le SIAO, qui va voir s'il y a de la place, si on peut mettre à l'abri des personnes pour une nuit, voire pour plusieurs nuits. Ça va dépendre de la période de l'année, ça va dépendre du soir où on fait la maraude, ça va dépendre des places disponibles, qui va être forcément en lien avec le secteur où on fait les maraudes, parce qu'il y a des secteurs qui sont mieux pourvus que d'autres en termes de place. C'est une question de budget. Après, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, quoi qu'on fasse. Et donc ça, c'est la base. C'est la base. Après, une maraude, il faut voir aussi que les personnes qu'on croise en maraude, la plupart des personnes qu'on croise, c'est des personnes qu'on connaît depuis pas mal de temps, voire quelquefois depuis des années. Donc, il y a un deuxième objectif avec les maraudes, c'est aussi de resocialiser les gens, de pouvoir les rencontrer, d'avoir vraiment des échanges avec eux, de pouvoir faire un suivi. Et le plus simple pour expliquer ce que c'est qu'une maraude, c'est d'expliquer ce que c'est pas. Une maraude, c'est pas juste donner un café, un pack de bouffe et puis salut, au revoir, merci. Effectivement, si on prend les maraudes dans ce sens-là, ça sert pas à grand chose. Ça va donner un truc dans le ventre à quelqu'un pendant 24 heures et puis dans 24 heures, il sera au même point. L'idée, c'est que chaque fois qu'on a un contact avec quelqu'un, qu'on lui apporte un petit truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avance et clac, on enclenche un cran qui fait que ce qu'on avance, on recule pas derrière. On avance, on avance, on avance, on avance. À chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va pouvoir échanger avec lui. Ça va permettre d'avoir du contact avec cette personne et que cette personne reste en lien avec la population. Il y a des personnes souvent, très très souvent, on va les voir et elles nous disent qu'elles sont contentes de nous croiser toutes les semaines parce que très souvent pour eux, les bénévoles qui viennent les voir le soir, c'est les seules personnes qui leur adressent la parole de la journée. Ils sont vraiment très très isolés et je pense qu'en termes d'isolement social, là avec ce qu'on vit depuis un an, vous avez à peu près un ordre d'idée de ce que ça peut générer comme modification de l'humeur, du comportement, de la psyché. Donc voilà, il y a des personnes qui supportent très mal l'isolement social et faut dire ce qui est quand on est en dehors du système, quand on est sans abri, sans domicile fixe, euh, qu'on fasse la quête ou pas. La plupart des gens ont tendance à détourner le regard, à faire comme s'ils n'avaient rien vu, de peur qu'on leur demande une petite pièce ou de l'aide. Donc c'est aussi un deuxième aspect de la maraude. Donc c'est de resocialiser les gens, de maintenir du lien social, du contact humain, de s'assurer que les personnes ont un bon suivi et en fait
le coût du café, ouais, vous voulez un petit café, etc. On s'en fout du café en fait. Alors ouais, ça réchauffe et tout ça, mais ça réchauffe quoi? 5 10 minutes. S'il fait -5, la personne elle est toujours dehors et puis le café ça va pas l'aider sur le long terme. Donc le café c'est un petit peu le lien social, c'est un peu comme au bureau. Tu viens prendre un petit café, tu t'en fous du café, mais tu te dis tiens je vais prendre une pause avec mon collègue, on va pouvoir discuter, etc. Donc c'est vraiment le côté un peu lien social qui va permettre de briser la glace et d'entamer une discussion avec la personne. À la Croix-Rouge, on parle de requérants, parce que SDF, c'est sans domicile fixe. Il y a sans-abri, sans domicile fixe. Il y a plein de dénominations. On pourra revenir sur les terminologies, ce qu'elle signifie d'un point de vue administratif. Mais nous, on parle de requérants. Donc, on va pouvoir échanger avec les requérants. Et on va pouvoir leur donner quelquefois quelques denrées. Ça dépend si on fait des maraudes locales, des maraudes départementales, des maraudes interdépartementales. Donc, ça va vraiment dépendre du type de mission qu'on fait. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir leur donner par exemple un petit plat micro-ondes ou une soupe de nuit chinoise, peu importe, un truc comme ça, puis dire ouais, ça vous plaît. Eh ben, si vous voulez, est-ce que ça vous dirait d'avoir un petit peu plus de nourriture ou truc comme ça? Ouais, ok. Bah écoutez, demain, ce que vous allez faire, vous allez aller à cette adresse. Parce que là-bas, 2 rues plus loin, il y a un accueil de jour où vous allez pouvoir avoir des petits colis de bouffe. Mais ce qu'on dit pas, c'est que sur place, il y a l'accueil de jour. Bon, on donne un petit colis de bouffe, mais il va voir qu'une fois qu'il s'est déplacé sur place, il a son petit colis de bouffe et puis il voit qu'à côté de ça, ah bah tiens, je peux faire une petite toilette, je peux laver du linge. Ok, donc peut-être que je vais prendre une petite douche vite fait, tac 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 tac. Il prend une petite douche et puis il va voir qu'il y a des bureaux pour parler avec des gens. Donc il se dit ouais, ouais j'ai pas envie de parler là. Il se sent un peu gêné, il a l'impression d'avoir un peu abusé, donc il s'en va. Et peut-être que 2 jours plus tard, il va revenir pour reprendre un petit peu de nourriture, reprendre une douche et il va avoir peut-être parlé avec quelqu'un, faire un bilan social et de fil en aiguille arriver jusqu'à idéalement une réinsertion sociale, professionnelle, voilà, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes. Savoir qu'avec certains requérants, il y a des fois, bah, ils sont pas plus requérants que vous et moi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne requièrent pas de l'aide particulièrement, ils sont en galère et on vient les voir et c'est déjà arrivé qu'il y ait des collègues qui attendent plus d'1 an avant que quelqu'un accepte de leur adresser la parole. Donc il a fallu attendre 6 mois, 7 mois avant qu'il accepte qu'on dépose une bouteille d'eau à côté de l'arbre qui était près de sa tente. Sinon, il gueulait, etc. Voilà. Et après, de fil en aiguille, il a accepté de parler uniquement à telle équipe, mais pas à l'autre qu'il connaissait pas trop. Euh, et, et voilà, de reconstruire un petit peu le lien social pour qu'il réussisse à parler à des gens, à faire et jusqu'à arriver à avoir des grandes discussions pour qu'on puisse avoir plus d'informations, savoir où il en est de ses démarches, où il en est de son suivi médical, de son suivi social, est-ce qu'il a des soucis, est-ce qu'il s'est fait agresser, pourquoi, est-ce qu'il rejetait le contact, c'est quoi les histoires. Donc voilà, d'apprendre à connaître les gens, mais vraiment, c'est un processus qui peut parfois être très long et qui demande des dizaines de maraudes pour pouvoir bien connaître une personne et savoir quels sont ses besoins réels, pas que ses besoins ressentis, quels sont ses besoins réels aussi pour lui apporter l'aide la plus adaptée à sa situation. Kitty, pense à mon ami Nako, paix à son âme, qui était SDF, mais qui avait choisi sa vie et envoyé chier les assistantes sociales. Et je me faisais insulter par les filles de mon AGE car j'allais lui chercher un McDo et je mangeais avec lui plutôt qu'avec les bourgeoises du lycée. Bah oui, il y a des personnes qui effectivement choisissent entre guillemets d'être SDF, donc il y a des personnes qui choisissent de sortir du système. Après, il y a des personnes des fois aussi qui sont sans abri depuis, sans domicile fixe depuis tellement longtemps. euh, c'est compliqué pour eux de faire de la réinsertion. Il y a des collègues qui ont eu des cas où il y avait des personnes qui avaient des logements sociaux en appartement, qui avaient été tellement longtemps dans la rue que c'était impossible pour elles de revivre en appartement. C'était pas possible. Dès qu'il y avait la lumière qui s'allumait dans les parties communes de l'immeuble, il voyait un petit filet de lumière sous la porte de l'appartement. Tac, il sursautait parce qu'il avait les souvenirs de quand il dormait dans les parkings ou dans les cages d'escalier, où il pouvait se faire agresser à tout moment par des personnes qui voulaient le déloger pour lui piquer son spot, pour dormir au chaud. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexes qui restent, il y a vraiment des traumas, même parfois des personnes qui relèvent de la psychiatrie, hein, qui sont à la rue. Donc il y a il y a autant de situations qu'il y a de personnes en fait. Et pour certaines,
le processus de réinsertion, il peut être très long, et il y a beaucoup de personnes qui vont pas jusqu'au bout parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile et ils n'y arrivent pas. On n'a pas été en mesure d'adapter notre aide à ce dont il avait réellement besoin pour aller jusqu'au bout. Donc quelquefois il y a des échecs, mais en tout cas ça a permis à la personne d'avancer un peu et au moins de prendre contact avec tout ce qui est accueil de jour. Et même si la personne choisit de rester sans domicile fixe, eh ben, elle peut continuer à subsister, tant bien que mal, avec une hygiène qui évite qu'elle tombe malade. Voilà, il y a ce qui amène au cliché que beaucoup de personnes sont confrontées, c'est quand il n'y a pas quelqu'un qui fait la manche, il y a beaucoup de personnes qui disent non, non, je donne pas de l'argent, c'est pas un vrai SDF, c'est pas un vrai mendiant, la preuve, il a pas de barbe, ses fringues sont propres, etc. Mais ça, c'est juste lié à une méconnaissance de tout ce qui est, tous les dispositifs qui permettent d'aider les sans domicile fixe et les sans-abri à garder une bonne hygiène, avoir des vêtements propres, les endroits où on peut se faire couper les cheveux, les endroits où on peut prendre des douches, les endroits où on peut laver son linge. Donc oui, on peut être avec des fringues propres, du surpoids, une peau de bébé bien rasée nickel et être sans domicile fixe. Donc voilà. Ne rien avoir, c'est ne rien avoir à perdre. Voilà ce que disait Nako. Ouais, bah après il y en a qui développent une philosophie, hein. Ils se construisent un petit peu une philosophie pour tenir le coup. Donc ne rien avoir, c'est rien avoir à perdre. Après, il y en a d'autres qui vont te dire ne rien avoir, c'est surtout ne rien avoir, quoi. Donc voilà, c'est comme ne jamais se mettre en couple de peur de se faire larguer ou de devenir veuve ou veuf à un moment donné de sa vie. Voilà, est-ce que est-ce que le bénéfice que tu obtiendras de ces choix-là ne seront pas supérieurs à la peine que tu auras quand tu les perdras? Moi, je suis en couple, donc j'ai fait mon choix. Donc voilà, Après, c'est aussi des personnes qui sont à la rue, elles sont pas nées dans la rue. Quand elles sont arrivées dans la rue, donc elles ont vécu des choses qui ont fait que le fait d'atterrir dans la rue a été un traumatisme si gros qu'elles n'ont pas envie de reconstruire quelque chose de peur de revivre ça une seconde fois. Donc, quelquefois, il faut aussi, quand on fait une maraude, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est la notion d'humilité. Il faut accepter que quelqu'un refuse votre aide. Il ne faut pas forcer quelqu'un à être aidé. C'est si la personne ne veut rien, même pas un café, même pas discuter, ok, très bien, bonne soirée, au revoir, et puis on passe à la personne suivante. C'est très très important. On n'est pas là pour faire une clé de bras à quelqu'un pour l'emmener de force dans un centre d'hébergement. C'est pas du tout l'idée. En tout cas, à la Croix-Rouge, c'est pas comme ça qu'on pratique. Du tout. Euh, donc voilà. Pour ce qui est de l'organisation d'une maraude, après je vais vous parler des pratiques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des maraudes on va dire, sauvages, des maraudes comme ça, en amateur, on va dire en amateur, qui vont dans la rue pour tourner un peu dans les quartiers, pour essayer de voir s'il y a des gens qui sont en galère et les aider. Et c'est très très bien. C'est pour ça que, bon, après, je vais vous donner deux, trois astuces, deux, trois trucs qui sont en fait des manières de faire qui émanent de la Croix-Rouge, qui a une grande, grande expérience dans le secteur de la maraude, tout comme d'autres organismes. Il y a la protection civile, etc. Mais bon, moi, je vais vous parler de la Croix-Rouge parce que c'est là où je suis et c'est ce que je connais le mieux. Toujours être à l'écoute de la personne, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Quand tu fais une maraude, en fait, les gens disent souvent, les bénévoles qui arrivent, qui font leur première maraude, ils me disent souvent, mais je sais pas quoi lui dire. Mais t'as pas grand chose à lui dire, hein. Des fois, tu vas parler de la pluie et du beau temps. Moi, je suis un tchatcheur, hein. De toute façon, mon boulot, c'est de faire parler les gens. Donc oui, j'ai toujours la petite question ouverte qui va faire que la personne ne pourra pas répondre par une réponse fermée. Elle sera obligée de développer. Donc voilà, moi je suis un filou. Mais même quand t'es pas un filou comme moi, il y a des personnes, elles sont tellement contentes de voir des gens qu'elles se mettent à parler, à parler, à parler. Tout comme les personnes âgées, quand tu les croises le midi à la boulangerie, elles vont te parler de la pluie, du beau temps, parce qu'elles ont besoin de parler. Donc des fois, quand tu fais une maraude, au bout d'une demi-heure, tu vas être obligé de couper court à la discussion parce que tu as d'autres personnes à aller voir et tu peux pas faire
concentrer ta maraude sur une personne, sauf cas particulier évidemment, mais donc voilà, c'est pas bien compliqué. Juste un bonjour, ça leur fait chaud au cœur. Exactement. Juste un bonjour, vous voulez un petit café, ça va, blablabla, blablabla. Puis si on voit que la personne n'est pas très loquace, qu'on sent qu'il y a un petit malaise, et bah, on dit bon bah écoutez, on va vous laisser. Vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que vous voulez ceci, cela? Non? Ok, bah très bien. Bonne soirée, bon courage, à bientôt, au revoir. Et on s'en va, donc on a semé une petite graine. Et la semaine suivante, on revient au même endroit pour voir si la personne est toujours là, etc. Donc, comment se déroule une maraude? Donc, au niveau de mon unité locale, à la Croix-Rouge, il y a deux types de maraudes. Donc, je disais tout à l'heure, il y a les maraudes nocturnes et les nocturnes diurnes. Les nocturnes qu'on fait la nuit et les nocturnes qu'on fait le jour. Le fond vert, il est vraiment dégueu en journée. Je suis désolé, là, vraiment, il faut que je... Je sais pas comment faire. Il fait trop beau dehors. Il faudrait que je ferme les volets pour que ce soit... On va rester comme ça, c'est pas grave, tant pis. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on fait les maraudes la nuit et les maraudes de jour? Pourquoi on fait les deux? euh, on voit pas les mêmes publics sur l'une et sur l'autre. Parce que sur les maraudes de jour, donc les maraudes locales qu'on fait en journée, les maraudes diurnes, on va surtout voir les personnes qui font la quête. Qui font la quête, qui font leurs courses, euh, parce qu'il y a des sans-domicile fixes ou des sans-abri qui ont un travail aussi, hein, qui ont surtout besoin d'aide pour le côté administratif ou pour le côté social. Mais donc on va les voir surtout quand elles font la quête. Et donc, sur le même secteur, on va ne on va pas du tout voir les mêmes personnes de jour et de nuit. Parce que de nuit, on va rencontrer les personnes qui vont se reposer, donc ils vont aller sur leur spot pour aller s'abriter sous un pont, dans un abri de fortune, sous une tente, pour dormir ou se reposer. Donc c'est pour ça qu'on fait les deux, parce que si on faisait que les marauds de la nuit, on ne connaîtrait pas les personnes qui sont la journée sur la commune où se trouve l'unité locale. Donc on fait les deux pour cette raison. Et le comportement ne va pas être le même, puisque bien sûr, la journée, si on vient à la rencontre d'une personne, on va essayer d'être plutôt concis et plutôt à l'écoute des regards que la personne va avoir, parce que il faut qu'on essaie de sentir un petit peu le malaise à un moment donné, parce que en journée, elles font la quête, et si la personne est entourée de 4 bénévoles Croix-Rouge, forcément, les personnes ne vont pas nous interrompre pour donner une pièce. Des fois oui, hein, des fois ça va les encourager hein, un petit peu quand on fait un don pour Sidaction, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un don, un petit clin d'œil, ça encourage les autres à faire pareil. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui nous interrompent pendant qu'on discutait parce que bah, comme elles ont vu qu'on était avec la personne, ça leur a dit tiens, ça serait peut-être bien que moi aussi je fasse un petit truc, et du coup ils sont allés acheter un pain au chocolat à la boulangerie, puis ils sont venus l'apporter à la personne. Donc c'est plutôt cool. Mais en général, ça te dérange plus qu'autre chose, donc c'est vrai qu'on essaye d'être plutôt concis, d'aller à l'essentiel, de savoir comment ça va pour la personne, depuis combien de temps elle est sur la commune, si on la connaît, bah, on va prendre des nouvelles tout simplement, comme si on croisait quelqu'un au marché qu'on connaît, un voisin, quelqu'un qui habite le quartier. Donc on va prendre des nouvelles, mais sinon on va demander son nom pour pouvoir faire un suivi, pour enregistrer, que les prochains collègues, si c'est d'autres bénévoles qui rencontrent cette personne-là, qu'elles sachent que cette personne-là est connue, qu'on l'a rencontrée à cet endroit-là, et qu'au bout de 3 mois qu'on la croise à cet endroit-là, si au bout d'un moment, pouf, bah, ça fait 3 semaines qu'on vient, elle est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a pas changé de secteur? Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est décédée? Voilà, on va essayer de faire un suivi pour savoir combien de personnes sont en galère sur la commune, et puis aussi de, de pas demander la même chose à chaque fois à la personne. Puisqu'après on a un suivi, on prend des notes, et ça nous permet de connaître un minimum les personnes qu'on rencontre. À côté de ça, il y a les maraudes départementales, où là, en ce qui me concerne, on est en lien avec l'USIAO, où on va avoir la régulation. Donc moi, je fais les deux. Moi, je suis chauffeur sur les maraudes départementales, et je peux aussi être à la régulation radio. Donc c'est moi qui vais être en lien avec le 115 et les équipes qui sont sur le terrain avec les différents camions. Donc soit je suis dans les camions et je contacte la régulation, soit je fais la régulation et c'est moi qui dispatche les infos
aux, aux collègues bénévoles qui sont dans les camions. Euh, quand je suis dans le camion, en général, on va voir les personnes. On a un petit classeur, hein, donc au SIAO, on se distribue les secteurs. Donc, comme c'est départemental, on va avoir plusieurs communes sur lesquelles on va tourner. Et là, en gros, bah, on se dit, bah tiens, avec le classeur, on connaît celui-là, celui-là, celui-là. On va se faire un petit plan de vol. Et on se dit, tiens, on va essayer de voir ces 8, 10, 12 personnes-là ce soir. Et entre les spots, on va rouler à 30 km/h et on va faire attention sur les côtés, à voir si on croise des personnes en errance ou si on voit des petits spots, des lieux de vie où il y a des petits indices pour repérer des sacs de couchage, des cartons, des tentes, des petits indices qui nous permettent de voir s'il y a des personnes qui pourraient éventuellement être sur notre route. Bonjour Missello 37, bienvenue. On fait un petit stream sur les maraudes et les sans-abri. N'hésite pas à poser des questions si jamais tu en as. Il y a, les personnes qu'on croise et il y a aussi des personnes, des fois on va chercher un petit peu. Si on va sur un endroit qui est près d'une gare de RER par exemple, eh bien on va se rapprocher de la gare de RER pour fouiner un petit peu à pied, aller à la rencontre des éventuelles personnes qui pourraient y avoir. On peut aller voir aussi l'entrée des gares. Je vais retweeter le lien du stream. Hop, comme ça, il y a plus de chances que les gens l'aperçoivent. Hop, hop. N'hésitez pas à faire pareil, à partager le stream sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent nous voir et éventuellement des dons qui se fassent sur la cagnotte pour SIDA-Action. Donc en général, les personnes de la RATP ou de la SNCF nous ouvrent les portails pour qu'on puisse aller voir sur les quais s'il y a des personnes qui seraient en train de se rendre sur le lieu de vie ou de faire la quête, peu importe. On leur demande aussi s'ils ont vu des gens qui tournaient autour en journée pour pouvoir recueillir les informations et les partager avec les personnes qui vont faire comme ce que je disais juste avant, des maraudes en journée. Et quand quelqu'un nous dit qu'en journée il y a souvent quelqu'un mais il n'est pas là la nuit, ben on va filer l'info pour que les autres équipes puissent essayer de rencontrer cette personne et voir si elle est connue ou si elle aurait besoin d'une orientation ou d'une aide ponctuelle. Donc voilà comment ça se passe. Ça fait presque 1 heure là que je parle, j'aurais dû prévoir un petit truc à boire là. Et comment ça se passe une maraude? Donc à la Croix-Rouge, il y a une tenue à tenir. Je parle pas de tenue vestimentaire, hein. Il y a une conduite à tenir parce que l'idée c'est qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Tout est très bien organisé. On a beau être des bénévoles, on est avant tout des professionnels et donc il faut qu'on agisse en professionnel. Donc il y a un cadre et une conduite à tenir pour que même si on n'est pas des robots, même si ce sera jamais une armée de clones qui va arriver sur le terrain en faisant exactement les mêmes pratiques, on a tous notre personnalité. Il y en a qui vont être plus à plaisanter, à rigoler avec les requérants pour détendre un peu l'atmosphère. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus dans le concret, un peu plus guindés parce que faire des blagues c'est pas leur truc, donc voilà, chacun fait avec sa personnalité, mais il y a des choses qu'il faut toujours faire, et c'est des choses que vous pouvez essayer de garder en tête si jamais ça vous arrive de faire des maraudes en amateur ou avec des associations que vous créez très très locales pour des endroits qui sont un peu éloignés, etc. Première chose, déjà, c'est très important, donc je disais tout à l'heure, c'est faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est essentiel, il faut accepter que quelqu'un n'ait pas envie de vous parler. Ça fout un peu les glandes. C'est très frustrant, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Il y a des gens qui ont envie de rester tranquilles, ça peut être pour des questions de fierté. C'est très compliqué d'accepter de l'aide de quelqu'un, donc ça peut être humiliant. Donc il faut accepter que quelqu'un ne veuille pas vous parler, ne veuille pas de votre aide, ne veuille pas de votre argent, ne veuille pas ceci, cela. Donc voilà, c'est quelque chose qui, il faut prendre sur soi et puis accepter. Et si quelqu'un vous engueule ou vous crie dessus ou que vous vous rendez compte que la personne, il se trouve que bah elle était alcoolisée, donc elle m'a balancé
des méchancetés, des propos sexistes, racistes. Il faut avoir cette capacité à remettre le compteur à zéro pour que la prochaine personne avec qui vous allez interagir ne fasse pas les frais de toutes les choses stressantes que vous avez vécues dans la journée. Il y a la première personne qui va vous envoyer chier, la deuxième personne qui va dire ouais moi je veux pas de l'argent, je veux à manger, ouais moi je veux pas ceci, ouais moi je veux pas cela, une fois, deux fois, trois fois, et la cinquième personne qui va vous dire ah je sais pas, vous auriez pas plutôt, et là vous allez vous dire ah tu m'énerves, je viens pour t'aider, arrête de faire le difficile, mais seulement la personne elle a juste essayé de vous expliquer ce dont elle avait besoin. Elle y est pour rien. S'il y a 10 personnes, 20 personnes avant qui vous ont envoyé chier, c'est pas de sa faute. Donc il faut avoir cette capacité voilà, j'ai ce gif internet là de meditation hell où il y a quelqu'un qui est comme ça. Et derrière, il y a une explosion nucléaire et tout qui est genre, il faut tout garder à l'intérieur, faire du yoga dans sa tête et réussir à remettre les pendules à zéro quand ça vous arrive pour que tout le monde passe voilà, méditation bonjour. C'est très très important. Bonjour Geeko Essence. C'est comme Kitty, la Geeko Essence, on va passer toutes nos journées ensemble, c'est cool. Et donc, le chat vient nous dire bonjour, la queue du chat, voilà. Oui, montre-moi ton cul, j'adore. On adore le cul du chat. Donc voilà, et ça passe par aussi une chose, si vous anticipez tout ça en faisant un petit chose tout bête. Bonjour le chat, bonjour Kitty, bonjour Kitty. Euh, Idéalement, alors oui, le 115, on attend très longtemps au téléphone pour les avoir quelquefois, c'est un petit peu compliqué. Mais idéalement, il faut essayer de prendre contact avec le 115 quand on organise une maraude. Donc, en anticipant les choses, ça peut être beaucoup plus pratique parce que si on attend longtemps et qu'on appelle juste 5 minutes avant de partir en maraude, forcément, ce sera compliqué d'avoir quelqu'un à la régulation. Mais quand on fait une maraude, il faut éviter de faire des maraudes sauvages comme ça en mode YOLO. Une maraude, ça se prépare. Il faut essayer de voir. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Geeko Essence et Léo qui sont en train de retweeter mon tweet qui partage le live. Merci beaucoup de partager le stream sur les réseaux sociaux. C'est super cool. Ah purée, le 115, quel souvenir avec la Croix-Rouge. Eh ouais, le 115. Le 115, c'est une horreur. Mais ouais, la régulation. Bah, j'y suis quand je fais la régulation pour les maraudes. Il y a les gens du 115 qui sont devant moi. Donc je vois que ils se tombent pas les pouces. Ça sonne toute la soirée. Et je vais vous expliquer après pourquoi des fois on attend longtemps pour avoir le 115, la régulation au téléphone. Donc, une maraude, c'est pour ça qu'il faut anticiper, il faut préparer une maraude, pas l'improviser, parce que il faut savoir s'il n'y a pas déjà des maraudes qui se passent dans le secteur où vous voulez intervenir. C'est essentiel parce que sinon, vous allez vous retrouver devant quelqu'un. Ça fait 4 fois dans la nuit qu'on le réveille pour lui proposer un café, ça va le saouler. Clairement, ça va le saouler. Et c'est là que vous allez vous faire envoyer chier. Et là, vous allez être en mode oh, bah là, ils exagèrent, moi je viens pour l'aider, oh, bah si c'est comme ça, j'arrête de l'aider. Non, c'est. Le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est que. Alors, c'est pareil, vous êtes pour rien, vous allez me dire ouais, mais lui aussi, il pourrait prendre sur lui et se dire que c'est pas de notre faute si ça fait 5 fois qu'on vient le déranger. Oui, oui, mais c'est quand même plus complexe pour lui qui dort dehors que pour nous, que voilà, quand on aura fini notre maraude, on va rentrer chez nous peinard et on va pouvoir allumer la Switch pour faire une partie d'Animal Crossing. Donc, il faut se dire que nous, on est plus dans notre zone de confort et que c'est plus simple pour nous de prendre du recul que pour les requérants. Donc, vraiment essayer de préparer les maraudes en anticipant et en essayant de vous renseigner sur est-ce qu'il n'y a pas déjà des maraudes qui se font dans mon quartier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où il n'y a rien qui se passe et où je serais peut-être plus utile avec mon association? Et si je suis tout seul et que j'ai envie de faire une maraude, bah plutôt que d'y aller tout seul avec un petit sac à dos et une gourde et puis un thermos de café, est-ce que ce serait peut-être pas mieux et plus efficace si j'allais pas rejoindre une association qui fait déjà de la maraude, qui a déjà
toutes les infrastructures. Voilà, on en a rejoint, je dis la Croix-Rouge, mais ça peut être la protection civile, ça peut être plein d'autres choses. Il y a plein d'associations. Il y a Sébastien Abdelhamid, que j'avais interviewé il n'y a pas longtemps, qui fait des maraudes aussi pour distribuer des sacs à dos avec des denrées et tout ça. Donc il y a plein de choses qui se font. Et donc plutôt que de partir tout seul, d'essayer de rejoindre des groupes qui ont déjà un peu d'expérience et qui pourront vous permettre de faire ça de manière plus efficace. Euh, donc, efficacité, éviter de déranger 15 000 fois la personne, parce que si on fait chacun sa vie de son côté, forcément on va aller plusieurs fois au même endroit. En termes d'efficacité, c'est nul, parce que non seulement on va aider moins de monde, et en plus on va déranger des personnes qui à terme vont plus avoir envie de voir les bénévoles, parce qu'ils vont associer les bénévoles à des gens qui passent la nuit à les réveiller. Donc voilà, ça me rappelle une vidéo de Bertrand Huskla de Brut, quand il faisait la brigade anti-tente d'Emmanuel Macron, où tu avais les flics qui arrivaient et qui jetaient les tentes en l'air comme ça, fait allez, centrale, centrale, il y a les tentes Quechua, machin, et ils allaient camper, c'était un sketch, hein, mais ils allaient camper devant les décathlons, et tous ceux qui achetaient des tentes, ils leur disaient oui, c'est pour faire quoi. Donc voilà, et en fait, il disait ouais, le président il a dit que d'ici 2020, il y aura plus personne qui dormirait dehors. Bah, en même temps, vu qu'on passe la nuit à les réveiller et à découper leur tente avec des cutters, bah ouais, ça marche bien. Ils dorment plus en fait dehors, on passe notre temps à les réveiller. Donc c'est un peu ce qu'on risque de faire en allant tout le temps les réveiller pour leur proposer un café à répétition. C'est très relou pour eux. Je lis un peu le chat. Donc le 115 c'est une horreur, ouais, complètement. Complètement, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un au 115 sur certaines périodes et sur certains secteurs aussi. C'est pas évident de remettre les compteurs à zéro, je confirme, clairement. C'est pas évident, c'est compliqué. Les gens, ils sont capables voilà, c'est pas leur truc, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui bossent pas dans le social, parce que c'est trop pour eux. Ils disent non, je laisse ça à ceux qui sont plus calmes que moi, parce que moi, c'est impossible. Donc voilà, moi ça va, j'y arrive, voilà, j'arrive à prendre du recul. C'est pas toujours facile quand tu fais une maraude le vendredi soir alors que tu as une semaine de taf dans les pattes. C'est pas évident, mais bon, voilà. C'est parfois avec les parents dans les quartiers difficiles. Ouais. Ah oui, remettre les compteurs à zéro avec les parents dans les quartiers difficiles, ouais, je comprends. À l'époque, on avait aussi l'hôpital du coin qui avait des Algeco pouvant servir de dortoir. Je sais plus si c'était en lien avec le 115 par contre. Ça va dépendre des secteurs. Il y en a qui sont en lien avec le 115, d'autres non, d'autres oui. Voilà. Ah oui, jamais faire de maraude seul, encore plus sans formation préalable. Oui, clairement. J'allais le dire juste après, mais oui, une maraude seule, il peut t'arriver n'importe quoi. Tu peux avoir de la chance comme tu peux voilà, être. Ouais, c'est compliqué. Je reviendrai après sur les règles de base d'une maraude Croix-Rouge. Et il y a plein de choses que vous allez pouvoir transposer si vous faites des maraudes en associatif, mais ne jamais être seul pendant une maraude, ça c'est une des règles de base. Je me reconnecte plus tard et encore merci pour ton live très intuitif. Je t'en prie, Misello, tu pourras voir le replay un petit peu après. Kitty, un ami a fait un système où on se promène en journée pour parler avec les personnes. On leur dit voilà, à telle date, on installe notre matériel à tel endroit, de telle heure à telle heure, et le soir, on monte notre abri avec le réchaud, la soupe, le café, et souvent ça finit en concert, car on a quelques musiciens dans l'équipe. Moi, j'organise ça depuis la maison. Bah, c'est top, c'est top. Il y avait même, je sais plus quel organisme, c'était un truc religieux, hein, c'était un truc catholique. Ils faisaient de la distribution de soupe devant l'église, la grande église qui est à côté de Châtelet-Léal sur Paris. Et donc c'était tel jour, et en fait on avait j'avais une association, je travaillais dans une association où on faisait de la mise à l'abri en urgence, on faisait du signalement de mineurs en situation de danger immédiat. Et les personnes qu'on ne pouvait pas prendre en charge, on leur donnait des adresses utiles. Et en fait, entre les restaurants du cœur, la soupe populaire, etc., etc., il y avait il y avait une dizaine de points de chute différents sur Paris par jour, mais c'était pas les mêmes. Donc c'était un vrai jeu de piste en fait. Suivant que c'était le lundi ou le mardi, bah fallait pas aller au même endroit. C'était pas les mêmes trucs. Un coup c'était un camion qui distribuait des repas chauds. Un coup c'était un camion qui distribuait des sacs de denrées. Un coup c'était des endroits qui distribuaient des sandwichs. Un coup c'était bref. C'était à droite à gauche. Un coup, c'était une cantine qui faisait un soir par semaine distribution de repas chauds gratuits ou pour 1 euro, je crois, où tu mangeais vraiment un vrai plateau repas avec des couverts, des assiettes, et tu pouvais vraiment manger avec des gens pour discuter et tout. C'était vraiment, vraiment cool. Il y a plein d'initiatives qui se passent un petit peu partout.
Il y a des endroits où il y a clairement des aires sociaux, hein, de toute façon, où tu n'as pas grand-chose qui se passe. Mais il y a beaucoup, beaucoup de solutions et ça va pas être les mêmes spots en fonction de la journée. Vous avez sur le site pointdevue-social.fr, vous avez des fiches d'aide aux sans-abri que vous pouvez télécharger gratuitement et remplir. Comme ça, quand vous croisez des sans-abri, vous pouvez leur donner des points de chute qui correspondent à ce qui existe dans votre quartier. Comme ça, plutôt que de lui dire oui, 2 rues plus loin, le gars peut-être qu'il est fatigué, il va pas retenir, vous remplissez la fiche au préalable. Voilà, c'est des fiches où vous allez effacer le nom. Peut-être que je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer, la fiche, juste après. C'est une fiche que vous pouvez télécharger pour orienter les personnes vers un système d'aide qui est le plus adapté. Je vais juste prendre 10 secondes pour fermer les volets dans cette pièce parce que là, le stream en journée, c'est juste pas possible. Mon fond vert, il est à vomir. Restez bien avec moi, je vais juste fermer les volets. Hop. Le fond vert du turfu. Aïe. Ah, c'est moche de vieillir. Et voilà. Oh, c'est beaucoup plus beau comme ça. C'est beaucoup mieux. Un vrai fond vert professionnel. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est pas mieux comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, je t'ai déjà dit que t'étais pas vieux. C'est gentil. Merci beaucoup. Mes cheveux trahissent mon âge avancé. Non, mais voilà, j'ai 41 ans, ça va. Je peux faire encore 2 3 trucs. C'est cool. Merci, Kitty. Donc, je disais, je vais en revenir sur les. Bah, puisqu'on parle de ça, je vais préparer. J'ai pas grand chose pour meubler. Voilà, je vais préparer la scène de personnes et je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Texte défilant. Bim, voilà. J'ai fait ça. Je vais vous montrer un petit truc. Fiche sans abri. Hop. Touk, 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 touk. Outils. Touk. Yes. Est-ce que je peux diminuer? Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça. Da, 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 da. Alors, rajouter une source, capture de fenêtre. Windows, machin, truc, y a rien, y a rien, y a rien. Je vais rajouter une source et je vais vous montrer un truc sympa. Hop. Parfait. Et là, vous entendez mon fils, mais bon, c'est pas grave. Mon petit bouchon. Je vais vous faire un overlay sympa. Je vais vous faire un overlay sympa. Ou alors, est-ce que je fais la même que... Bon, bref. Yes, voilà. Voilà. Petite transition. Hop là, bah, c'est comme ça. On fait transition, site d'action. Yeah, 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 yeah. Point de vue social. Donc point de vue social.fr. Point de vue social.fr. C'est dans outils. Hop. Boum. Tac, tac, tac. Téléchargement au format PDF. Donc sans abri. Fiche d'information et d'orientation. Blablabla. Il y a un épisode qu'elle a avec qui.
qui n'est jamais sorti. Donc voilà, fiche d'information OSDF. Hop. Donc là, vous avez les fiches. C'est une fiche que j'ai faite que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Point de vue social. À cet endroit-là, dans outils, hein, je vous ai montré. Accueil, outils. Et les fiches se présentent comme ça. Donc c'est une fiche que vous pouvez plier en trois. Est-ce que je peux en imprimer une? Je vais essayer d'en imprimer une vite fait. Imprimer une page. Je vais réussir à l'imprimer. Bon, bref, on s'en fout. Donc, vous avez le long d'ici, vous avez deux petits traits pour pouvoir la plier en trois et comme ça après en deux dans la poche du jean. Et c'est parfait. Donc, ici, il y a quatre petites choses qui sont identiques. Donc, ça, c'est pour avoir quatre onglets pour pouvoir mettre des informations pour filer des infos aux sans-abri. Et on va zoomer un peu. Hop, hop. Donc, ce qui est important, c'est de mettre des logos. De mettre des logos. Bon, on va faire plus simple. Je vais agrandir ça. Oh, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à faire quelque chose de propre. Voilà, donc ici sur le côté, il y a des logos, parce que des fois, vous avez des personnes que vous allez croiser dans la rue qui ont soit qui savent pas lire, soit qui ont des problèmes de dyslexie, soit qui ont des problèmes de vision, qui n'ont pas de lunettes ou qui ont plus de lunettes, les lunettes sont cassées, donc c'est compliqué pour elles de lire. Peu importe la raison. Donc les logos peuvent vous permettre de vous faire comprendre par des personnes qui ne sont pas en capacité de lire. Si vous mettez par exemple accueil de jour, repas chaud, cantine, manger sur place, etc., ça va pas parler à la personne. Et surtout, ça va prendre beaucoup de place, alors que là, en une image, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Donc vous avez toutes les aides ici. Pour le petit lexique, comprendre à quoi correspondent les logos pour ceux qui sont capables de lire. Et ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir entourer l'aide qui correspond à cette petite case-là. Il y a 4 cases. Et vous allez pouvoir griffonner avec un feutre tout le reste. Donc là, vous allez recouvrir en noir tous les autres logos. Parce que ce que vous voulez qui apparaisse ici, c'est uniquement le camion qui distribue des repas ou des repas chauds. Vous allez laisser les deux premières cases, vous allez les laisser ouvertes. Et puis le reste, vous allez griffonner avec un feutre. Et donc ici, pareil, vous allez entourer les jours de la semaine qui correspondent aux jours d'ouverture ou d'accessibilité de ces aides-là. Et le reste, vous allez le noircir pour que la personne aille les bons jours sur le lieu. Et en dessous, vous allez mettre l'adresse, la station de métro et informations complémentaires. Par exemple, s'inscrire au préalable auprès de la mairie pour avoir accès à l'accueil de jour. Infos complémentaires. Ce qui fait que là, même si la personne ne sait pas lire, ne peut pas lire, a de la dyslexie, etc., bref, elle sera en capacité de dire, moi ce que je veux là, moi ce que je veux c'est ce truc-là, parce que l'autre truc pour les vêtements, j'en ai pas besoin, le truc pour se faire soigner, j'en ai pas besoin, et le truc là-bas qu'on m'a entouré avec le fait de discuter avec une assistante sociale, j'en ai pas besoin. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce machin-là avec le camion et le repas chaud. Donc elle sait que c'est ce truc-là où elle doit aller. Et si jamais l'adresse, elle la connaît pas, qu'elle a du mal à se diriger, machin, ce qu'elle pourra faire, c'est montrer cette image aux personnes qui sont dans la rue. Et les personnes qui sont dans la rue, leur dire, bah voilà, je voudrais aller là, excusez-moi, je voudrais aller là, vous savez où c'est. Puis les personnes vont lui dire, bah voilà, tac, 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 tac. Et vont pouvoir rediriger la personne parce qu'elle aurait été en capacité de montrer clairement l'aide qu'elle voulait chercher. Donc ça, c'est une fiche qui est toute bête. Vous le téléchargez gratuitement, vous pouvez le remplir. J'en ferai d'autres versions avec des logos, parce que là, il y a des watermarks sur tous les logos. C'est un truc que j'ai fait à l'arrache sur Point de vue social il y a quelques années de ça, avec des images récupérées sur Google Images. Donc je vais en faire une nouvelle avec des personnes qui sont graphistes pour avoir des designs originaux. Et que ce soit un peu plus joli et peut-être un peu plus adapté, un peu plus clair pour en faire d'autres versions. Voilà, donc vous avez une solution. Donc c'est un outil
C'est un outil qui permet de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, même si vous n'avez pas de bouffe, pas d'argent, pas de truc, que vous fassiez des maraudes ou que vous soyez en train de rentrer chez vous après le boulot, que vous croisez quelqu'un. Vous pouvez, si vous croisez la même personne tous les jours, vous savez que 2 rues plus loin, il y a le mardi des gens qui distribuent des fringues ou de la bouffe. Bah vous notez. Et puis quand vous croisez la personne, vous connaissez l'endroit où ils distribuent des vêtements? Non? Bah tenez, regardez, c'est ici. Je vous donne. Demain, vous irez jeter un coup d'œil. C'est en journée, moi je suis jamais allé. Vous verrez, puis vous me direz comment ça s'est passé. Et puis le surlendemain, quand vous recroisez, vous voyez qu'il a un pantalon neuf et vous dites ah bah voilà, vous êtes allé là-bas, blablabla, blablabla. 5 minutes à discuter avec lui, et puis voilà, c'est cool. C'est cool. Mais le nombre de gens qui me disent moi je peux pas donner parce que j'ai pas d'argent, j'ai pas de truc, j'ai pas de machin, bah oui, mais juste donne une adresse utile. Et après, si vous voulez aller plus loin, sur le site Point de vue social, il y a également un article qui vous explique les différents types d'endroits. Je vérifie, hop, 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 s'il y a bien ça, hop, outils, hop, sans-abri, fiche vierge, c'est disponible Creative Commons, nanana. Ouais, donc là, ça va vraiment être juste pour télécharger le fichier. C'était sous la vidéo pour les sans-abri où j'avais donné plein d'informations, plein de sites de ressources pour pouvoir remplir les fiches sans sortir de chez soi, pour connaître les organismes d'aide qu'il y a dans son quartier. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître avant de faire une maraude ou quand on a envie de venir en aide à quelqu'un, parce que juste filer une adresse utile, bah déjà c'est dingue, parce que les gens sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans leur quartier, et ça peut être super pratique. Voilà. Pour ce qui est des bonnes pratiques en maraude, il y a plusieurs choses. Donc déjà, comme j'avais dit, donc premièrement, euh, accepter le refus de quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, qui n'a pas envie de discuter. Euh, Prendre sur soi, essayer de pas... J'ai demandé à mon fils qu'il fasse un peu moins de bruit, je pense que vous l'entendiez aussi. Ça, je vais arrêter le stream tout à l'heure vers 15h pour passer un petit peu de temps avec lui, parce que le pauvre il m'a pas vu de la semaine. Même le soir je faisais des streams, non, moi j'ai fait un stream lundi, mercredi, vendredi, donc il m'a pas beaucoup vu cette semaine, je vais passer un peu de temps avec lui. Et donc c'est euh, accepter le refus, remettre les compteurs à zéro quand on change de personne, se renseigner sur les organismes d'aide qu'il y a autour, que ce soit les organismes d'aide pour donner des informations utiles, et aussi les organismes d'aide qui organisent des maraudes pour se joindre à eux plutôt que de faire doublon avec d'autres initiatives qui sont similaires, parce que c'est contre-productif. Ensuite, si vous voulez, s'il n'y a rien qui se passe chez vous, vraiment qu'il n'y a rien, ni Croix-Rouge, ni Protection Civile, ni 115, ni rien, ni SAMU Social, il y a que dalle. Vous voulez monter une association de personnes qui font des maraudes. Après, il y a des bonnes pratiques qu'il faut essayer de mettre en place. Donc déjà, tout ce que je vous ai dit. Ensuite, ne pas faire des maraudes seul, parce que vous pouvez vous mettre en danger. Les sans, les sans domicile fixe, les sans-abri ne sont pas plus dangereux que des personnes comme vous et moi, mais ils le sont pas moins. Il y a des cons partout, et puis un sans domicile fixe, c'est un peu un être humain comme un autre, hein. C'est un peu comme un être humain normal, hein. Donc il peut y avoir des cons aussi chez les sans domicile fixe, donc d'être plusieurs pour éviter d'être confronté à une situation où on serait en difficulté, où on peut avoir quelqu'un qui est agressif, qui peut être alcoolisé, qui peut avoir un grain. C'est possible, hein, c'est possible. Donc de se préserver. On est là pour aider les gens, mais on n'est pas là pour se mettre en danger. Donc d'y aller à plusieurs, et surtout de quand vous voyez qu'il y a une situation qui peut potentiellement vous échapper, et bah de ne pas y aller. De ne pas y aller. Par exemple, à la Croix-Rouge, nous, ce qu'on fait, c'est que, sauf cas exceptionnel où on a des missions très particulières, on ne va pas dans les squats, on ne va pas dans les parkings souterrains, on ne va pas dans les sous-sols, on ne va pas dans des endroits où on pourrait être en situation où on n'aurait pas de possibilité de repli. J'aime pas trop ces termes parce que ça fait un peu militaire, tu vois, t'as l'impression que tu pars faire la guerre, que t'es en danger, Rambo et tout ça.
pas du tout. Mais c'est important de garder le contrôle de la situation et que si jamais on voit qu'il y a une personne qui est énervée, qui s'est fait agresser par quelqu'un, qui, par erreur, pourrait penser que vous êtes là aussi pour l'agresser, pour lui voler ses biens, qui pourrait se jeter sur vous pour se défendre, et ben de pouvoir garder le contrôle de la situation. Donc ça veut dire ne pas aller dans des lieux où on ne vous voit pas arriver de loin. Il faut que vous puissiez arriver, que vous puissiez vous annoncer en disant bonjour, c'est l'association machin truc, est-ce que vous avez envie d'un petit café, est-ce qu'on peut venir vous parler, vraiment de vous annoncer. Parce que peut-être que la personne elle est en train de dormir, elle pourrait être surprise, elle peut être vraiment sur le qui-vive, elle a très bien pu se faire agresser à plusieurs reprises cette semaine, elle peut être vraiment à cran. Donc vraiment de vous annoncer, d'arriver, et voilà, pour pas surprendre la personne. Donc ça peut éviter des situations qui vous échappent et où vous pouvez vous mettre en danger pour juste un malentendu en fait. Juste un malentendu. Dans la rue, alors, Geeko Essence, et puis les squats, c'est un terrain moins neutre que la rue, tout à fait. Dans la rue, il y a tout le monde. Les squats, c'est plutôt une maison. Un endroit où on vit sur le court ou long terme. Non, bah ça dépend des endroits. Un squat, ça peut être tout n'importe quoi. Un squat, ça peut être un bâtiment désaffecté, ça peut être une usine, ça peut être un machin, ça peut être un parking où il y a des endroits qui ont été aménagés. Donc ça peut être tout. Un squat, ça peut être tout. Le squat, c'est plus une pratique qu'un lieu. Donc nous, on dit un squat, mais c'est un peu un écart de langage qui s'est généralisé par l'usage. Hein. Donc voilà, quand on dit squat, on imagine des punks à chiens, comme ça, avec des bangs, mais en fait, un squat, ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Et les punks à chiens qui sont... ma foi, j'ai rarement rencontré des requérants plus agréables que des punks à chiens. Moi, je kiffe les punks à chiens. Franchement, ils sont adorables. Ils sont adorables. Et donc voilà. On faisait de l'urbex. Par contre, ouais, de l'urbex. Bah, de l'urbex, on peut tomber sur des squats, ouais, par exemple. Donc vraiment de s'annoncer quand on arrive quelque part. Et voilà. Moi, je vous encourage vraiment à rejoindre des associations qui font de la maraude. Hein. Je vous donne pas des astuces pour que demain vous dites allez, je vais choper trois potes et puis voilà. Non, vraiment, commencer première chose, le premier truc à faire, c'est vous renseigner sur les initiatives de maraude qui se font dans le secteur où vous vous trouvez, pour pas faire doublon et aussi pour pas vous mettre en danger par manque d'expérience. Euh, Merci beaucoup pour le cheer de Geeko Essence. Et donc voilà, j'insiste beaucoup là-dessus. Pareil, quand vous arrivez auprès de quelqu'un, quand vous êtes plusieurs, parce qu'il faut que vous soyez plusieurs, évitez d'arriver comme la scène là de Armageddon avec Bruce Willis où ils sont tous là, côte à côte, à marcher au ralenti, machin. Ça peut être oppressant pour une personne. Essayez d'arriver, alors pas non plus en file indienne, hein, faut pas passer d'un extrême à l'autre, mais essayez d'arriver et de ne pas vous mettre en arc de cercle devant la personne qui est assise contre un mur. Laissez toujours une position de repli, enfin une issue de sortie pour la personne qui n'a pas envie de vous parler. Si la personne n'a pas envie de vous parler, si la personne se sent oppressée, il faut qu'elle puisse partir. Il faut qu'elle puisse partir, il faut qu'elle puisse partir sans avoir besoin de vous demander de vous pousser, sans avoir besoin de venir à votre rencontre. Il faut vraiment mettez-vous, laissez, on va dire, diviser l'espace qu'il y a en face de la personne euh, en trois tiers et occuper juste un tiers de l'espace pour laisser les deux tiers de la personne pour qu'elle puisse s'en aller si elle a envie de partir. Si jamais elle panique parce qu'elle se sent oppressée, qu'elle a été agressée je ne sais pas combien de fois, et peut-être même qu'elle s'est fait violer, qu'il y a eu de la violence, qu'elle s'est fait détrousser de tous ses biens, enfin voilà, ça, il peut y avoir des choses qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle peut avoir d'un seul coup besoin de partir sans avoir besoin de s'expliquer. Donc voilà, insistez pas, laissez-la partir et laissez-lui de l'espace pour qu'elle puisse s'en aller. C'est quelque chose qui est important. Et vraiment d'accepter encore une fois de faire preuve d'humilité et d'accepter que la personne n'a pas envie de vous parler, n'a pas envie de votre aide. Si elle vous dit non, non, j'ai besoin de rien, bah, au bout d'un moment, quand vous sentez quelque chose qui ne va pas, insistez pas. Insistez pas, faites très bien, bonne soirée, on vous dérange pas plus, au revoir.
Euh, et puis, vous partez, quoi. Bah, et si elle refuse votre papier, qu'elle le jette par terre, voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci, très bien, bonne journée. Voilà. Et vous la laissez tranquille, vous remettez les compteurs à zéro et vous gardez de la motivation pour la prochaine personne qui sera peut-être beaucoup plus loquace, beaucoup plus en demande. Et voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est de ne pas se mettre en danger. Essayez éventuellement, alors ça c'est une règle à la Croix-Rouge aussi, c'est d'avoir des équipages mixtes, d'avoir toujours au moins un homme dans un équipage. Euh, alors c'est pour des raisons de sécurité. Moi concrètement, dans mon unité locale, la question de sécurité ça me fait rigoler parce que j'ai des collègues femmes bénévoles Croix-Rouge. Concrètement, si on se chiffonne par terre à se bagarrer, c'est pas moi qui gagne. Donc voilà. Mais ça peut être également quelque chose de sécurisant parce que bah, vous pouvez tomber sur des sans-abri ou des sans-domicile fixe qui sont sexistes et qui pourraient avoir envie de parler uniquement à un homme. C'est possible. Donc c'est toujours utile d'avoir un peu de représentation dans votre équipe pour que bah, si votre but c'est de donner à manger à quelqu'un, ou de donner un café, ou de prendre des nouvelles, d'apporter de l'aide, une adresse utile, etc., bah, d'être en capacité de le faire, même si la personne n'a pas envie de parler à une femme. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être du sexisme, ça peut être parce qu'il a eu des mauvaises expériences avec plein d'assistantes sociales et que maintenant il veut plus voir les femmes, ça le gonfle. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Voilà, pour éviter d'avoir besoin de faire du Sherlock Holmes Eco Plus, essayer d'avoir plusieurs possibilités de voilà, plusieurs possibilités pour échanger avec la personne, que ce soit en termes de support visuel, le café, la chat, de représentation dans votre groupe. Voilà, donc c'est important. Après, si la personne se montre agressive, tient des propos ouvertement sexistes, racistes, et que c'est quelque chose que vous avez décidé de ne pas laisser passer, bah voilà, vous dites, écoutez monsieur, bah, écoutez, vos propos, ça nous met mal à l'aise, on va vous laisser, bon courage, peut-être à bientôt, au revoir, et vous partez. Voilà. Il ne s'agit pas de dire oui à tout. Si la personne a des propos qui sont pas adaptés, qui mettent mal à l'aise les bénévoles qui sont dans votre équipe, voilà, c'est à vous de décider. Ce que vous faites, à savoir que quand vous faites une maraude avec la Croix-Rouge, il y aura de toute façon un chef d'équipe. Là, je vous ai montré le gilet multipoche. Derrière, on met le logo, il y a marqué Action sociale. Et quand vous avez votre CI, enfin chef d'intervention, ça c'est pour les, euh, les actions de secourisme, c'est chef d'équipe pour les actions sociales. C'est le chef d'équipe qui va mettre en place toutes les stratégies tout au long de la soirée. Donc il y aura un petit safe word que vous mettrez en place probablement avec lui pour faire un retour véhicule. Si par exemple il y a quelqu'un dans le groupe qui est mal à l'aise avec une situation, qui le sent pas ou qui repère quelque chose, qui se sent pas en sécurité, il y a un petit mot, c'est un safe word, hein, voilà, c'est un petit mot qui peut être placé dans une phrase et toute l'équipe quand elle entend ce mot, ça veut dire on met fin à la discussion, on retourne au véhicule, on discute pas. Et après, on fait un débrief au véhicule, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a mis mal à l'aise, etc. Donc voilà, on est là pour passer un bon moment. On n'est pas là pour se traumatiser, on est là pour apporter de l'aide, et si on n'est pas en mesure de l'apporter parce qu'il y avait une situation qui nous mettait mal à l'aise, qui était au-delà de ce qu'on pouvait supporter à ce moment-là, euh, c'est bien de faire ça avec des personnes qui ont un peu d'expérience ou des associations qui sont rompues à l'exercice des maraudes. Pour ceux qui arrivent entre-temps, hein, donc voilà, l'idée c'est vraiment pas encore une fois, d'apporter, excusez-moi, l'idée c'est pas d'apporter un café, une petite tape dans le dos, voilà, non, c'est vraiment d'essayer de recréer du lien social et d'amener les personnes à se réinsérer, d'aller voir l'assistante sociale, d'aller faire du suivi, d'aller se prendre en charge si jamais elles ont besoin d'un suivi médical, et éventuellement d'avoir une réinsertion qui les amène à trouver un travail, un appartement, etc. Donc c'est les grandes lignes pour les conseils que je peux vous donner. C'est vraiment, ça commence vraiment par la base, c'est
de se renseigner sur les initiatives qui se font autour de vous pour voir éventuellement de faire... vous pouvez faire une maraude une seule fois, hein. Il y a des bénévoles d'un jour à la Croix-Rouge qui viennent pour une maraude pour voir un peu à quoi ça correspond. Et puis après, si ça les intéresse, qu'ils veulent continuer à faire ça, après ils s'inscrivent en tant que bénévoles, comme ça ils n'ont pas besoin de remplir les papiers à chaque fois qu'ils viennent. Ils sont inscrits, ils ont leur compte sur l'intranet de Croix-Rouge française. Et donc on peut s'inscrire sur les missions, sur les maraudes, sur les formations PC1, sur les trucs comme ça. Donc vous avez la formation à la Croix-Rouge qui s'appelle Solidar. Avant il y avait Solidar 1, Solidar 2. Donc c'était deux formations euh, qu'on pouvait faire pour pouvoir être en capacité de faire des maraudes. Là maintenant ça a été regroupé en une seule formation globale où on voit tout de A à Z, donc les protocoles Croix-Rouge, la manière de faire, les choses à ne pas faire, le vocabulaire professionnel qu'on emploie. On ne dit pas sans-abri, sans domicile fixe, on parle de requérant. Donc on a tout un jargon professionnel qu'on emploie. Tout comme dans mon métier d'éducateur, par rapport aux enfants avec troubles autistiques, je ne parle jamais de classe normale ou d'école normale. On parle d'enseignement ordinaire, on parle de classe Ulysse, on parle voilà, on a un vocabulaire qui essaie d'être le moins stigmatisant possible. Euh, Il y a les trolls qui vont dire que c'est fait pour les fragiles, mais en fait non, c'est plutôt pas mal d'éviter d'avoir un vocabulaire qui fait de la peine aux personnes dont on s'occupe. Si moi je peux faire du bien à des personnes juste en changeant un terme ou deux dans une phrase, et bah franchement c'est cool, hein, ça me coûte pas bien cher hein, de choisir mes mots avant de parler. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Euh, je vous invite à poser des questions, hein, vraiment. Je parle beaucoup, mais peut-être que je suis tellement exhaustif sur les propos que vous avez rien à demander, donc c'est super. Donc voilà pour les maraudes à la Croix-Rouge. Quand je vais voir le replay, il y a certainement plein de choses que je n'ai pas abordées. Ce qu'on peut faire, je peux éventuellement aller vous montrer une petite vidéo. On va faire une petite review de la vidéo que j'avais faite. Il y avait un reportage qui avait fait sur les maraudes par CNews. Ils étaient venus filmer pendant une maraude que j'avais faite avec la Croix-Rouge. Et ça m'avait tellement énervé que j'avais dû faire un épisode de point de vue social par rapport à cette émission-là. Parce que ça m'avait beaucoup énervé. Euh, c'était très orienté en fait. C'était très orienté. Ça m'avait un peu agacé. Donc je voulais faire un petit point sur deux trois trucs. On va regarder l'épisode ensemble et je vais vous faire une review en direct. Donc là, je vais faire une petite mise en page pour que ce soit joli pour vous. Hop. Et on va pouvoir regarder l'épisode ensemble. Hop. Comme d'hab, je mets 15 ans, mais c'est pour que ce soit sympa à regarder. Hop, 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 hop. Ça me semble pas mal comme ça. Oui. Vous voyez rien pour l'instant. On va faire ça. Donc, il y a le son qui est activé. Ok. Donc, hop. C'est parti pour l'épisode de point de vue social. Donc, je vais vous le montrer. Là, c'est bon. Et puis je vais le commenter en direct. On va le regarder en entier et je ferai des commentaires après. Je ne vais pas mettre pause toutes les 5 minutes. Voilà. C'est parti. Alors, attendez, je vais bien activer le son pour desktop audio. Ouais, c'est bon, tout va bien. Qu'il s'agisse du SAMU social ou d'associations, de nombreuses solutions d'hébergement d'urgence existent pour mettre à l'abri les personnes qui dorment dehors. Mais malgré tous ces efforts, le nombre de places reste en dessous des besoins. Cependant, il n'est pas rare que des sans-abri refusent les places d'hébergement lorsqu'elles leur sont proposées. Pourquoi ? Bah oui, pourquoi? Ça tombe bien parce que justement, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Ah, super. En plus de point de vue social et de mon travail, je réalise régulièrement des maraudes nocturnes pour la Croix-Rouge. Et dernièrement, certains d'entre vous ont pu m'apercevoir dans un reportage sur une chaîne d'infos en continu que je ne citerai pas.
Cette dernière voulait faire un sujet sur le plan grand froid et avait donc envoyé un journaliste recueillir des images et des témoignages pendant une maraude. Le journaliste nous a accompagnés pendant près de 4 heures, durant lesquelles nous l'avons accueilli dans nos véhicules d'intervention ainsi que dans un lieu d'hébergement d'urgence. Au fil de notre tournée, nous lui avons présenté plusieurs personnes qui bénéficient de notre aide et 4 collègues ont pris le temps de lui donner une interview pour lui expliquer le fonctionnement d'une maraude, ses coulisses et les enjeux pour les bénéficiaires. Mais voilà, le lendemain, lors de la diffusion du reportage, ce dernier était... Alors déjà très court, hein, 1 minute 30, et avec une ligne éditoriale légèrement orientée. Cette équipe de bénévoles connaît bien Régis. À 62 ans, ce SDF vit là depuis au moins une dizaine d'années dans un cabanon. Mais comme beaucoup d'autres, Régis refuse d'aller dans un centre d'accueil. Ici, le plan grand froid a été déclenché et de nouvelles places d'hébergement d'urgence ont été créées. Mais ce soir-là, nombre de sans-abri ont préféré passer la nuit dehors. Les 12 lits de ce gymnase sont restés vides. Alors oui, c'est vrai, il y a des sans-abri qui refusent parfois les places d'hébergement qui leur sont proposées. C'est un fait qui est connu de tous les travailleurs sociaux qui font régulièrement des maraudes. Le problème, c'est que les personnes extérieures aux maraudes qui entendent ce genre de choses prennent ça pour du snobisme de la part des sans-abri. Sans plus de détails, c'est une réaction tout à fait normale et c'est d'autant plus rageant quand toutes les explications sont données pendant le tournage et ne sont pas conservées sur le montage final. Les raisons d'un tel choix éditorial sont variées, mais 5 hypothèses semblent un peu plus probables que d'autres. 3 heures de rush? Il faut qu'il dure combien de temps le reportage? 1 minute 30 maximum. Tu me préviens quand c'est fait? Pas de problème. C'est bon! Ah, les SDF, je supporte pas ça. Faites-moi un petit montage qui montre à quel point l'argent il est gaspillé parce qu'ils refusent les places qu'on leur propose. Les 12 lits de ce gymnase sont restés vides. Pitoyables humains, nous allons prendre le contrôle de la Terre, et de ce reportage. Vous êtes sûr, hein? Parce que c'est pas très représentatif de ce que c'est. D'accord. En ce qui me concerne, j'ai une petite préférence pour le complot Akatsuki. Mais plutôt... Là, je suis désolé hein, pour les gags, ça a très mal vieilli. La vidéo, elle est de 2019. J'ai arrêté un peu de faire de l'humour. Voilà. J'ai fait le tour un peu des formats 10 minutes avec gags sur fond vert. C'est devenu un peu ringard. En toute façon, vous voyez, la plupart des youtubeurs vulgas sur YouTube font soit du reportage ou soit des live Twitch maintenant. Donc voilà, ça m'amusait à l'époque. Maintenant, bon, bah, voilà, j'ai un peu fait le tour du format. Plutôt que de perdre mon temps à me défouler sur ce reportage, je vais essayer de rester constructif et de le compléter. Je vais donc vous donner quelques explications qui vont, je l'espère, vous permettre de mieux comprendre pourquoi certains sans-abri refusent les places d'hébergement qui leur sont proposées. Eh ben, on a failli attendre. Le système d'hébergement pourrait à lui seul expliquer la plupart des refus. C'est une grosse machine qui met en œuvre énormément de moyens. Je vais donc essayer de rester synthétique en me focalisant sur le système le plus courant, le SAMU social. On le contacte en composant gratuitement le 115 depuis n'importe quel téléphone. Et oui, la plupart des cabines téléphoniques publiques ont été supprimées, du coup, ça commence mal. Mais il se peut qu'une personne en rupture d'hébergement possède un téléphone portable ou tombe sur un patron de bar sympa qui lui permet d'utiliser son téléphone pour appeler le SAMU social. À partir de là, le requérant rentre en contact avec l'agent de régulation du 115. Oui, alors des fois, on attend longtemps pour avoir quelqu'un au téléphone quand on appelle le 115. Pour faire simple, on va partir du principe qu'il arrive à avoir quelqu'un au téléphone avant de tomber en rate de batterie. Sinon, voilà. L'agent de régulation recherche alors si des places sont disponibles à proximité. S'il y en a une, il la réserve, donne l'adresse au requérant et lui laisse un certain laps de temps pour qu'il puisse la rejoindre. C'est pas un nouvel épisode, non. Ne me demandez pas combien de temps, ça dépend de la distance qui sépare le requérant de son lieu d'hébergement, de l'heure qu'il est et de plein d'autres facteurs. Les places étant rares, il est fréquent qu'elles soient dans des communes voisines, voire à plusieurs stations de RER. Et comme il n'y a pas toujours des véhicules disponibles pour transporter les requérants vers leur lieu d'hébergement, ils doivent la plupart du temps se débrouiller par leurs propres moyens. Pour cette raison, beaucoup de personnes ne se présentent pas aux places qui leur sont réservées, tout simplement parce qu'elles se perdent en route.
Tu dis quoi, Guxod? On part du principe. Dans quel pourcentage de chance Ouais, on part du principe qu'il arrivera à avoir le 115 avant d'être en rate de batterie. Effectivement, le 115, c'est compliqué de les avoir au téléphone parce que bah, quand je fais la régulation pour les maraudes, où je fais le lien entre les véhicules qui tournent et le 115, je vois les personnes et des fois, ça prend 20-25 minutes pour avoir toutes les infos parce qu'il y a les personnes qui sont au téléphone, qui appellent et qui sont comme ça. Et j'ai pas le son, j'entends pas la personne parce qu'ils sont avec le casque. Mais des fois, pendant 10 minutes, il répète à la personne: Monsieur, vous êtes à quelle adresse? Monsieur, j'ai bien compris. À quelle adresse est-ce que vous êtes? Oui, monsieur, j'ai bien compris. Oui. Ok, vous avez froid, monsieur. D'accord. Vous avez froid. D'accord. Monsieur, à quelle adresse vous êtes? J'ai une équipe qui peut venir vous chercher. On a une place pour vous. À quelle adresse vous... Et c'est ça pendant 10-15 minutes. C'est très très compliqué. Des fois, et en fait, comme la personne est vraisemblablement en galère et qu'il y a de la place et qu'en plus il y a une équipe qui peut passer la récupérer, euh, des fois c'est compliqué. Des fois tu peux passer 15-20 minutes et t'arrives pas à avoir l'info. Tu es obligé de dire: écoutez monsieur, je vais devoir vous laisser parce que j'ai d'autres personnes en ligne qui sont en attente, qui essaient de me joindre. Et il fait: oui, mais j'ai froid, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Mais c'est sans fin en fait, c'est sans fin. C'est très très compliqué, des situations qui sont vraiment complexes. Ça peut faire sourire comme ça, raconter comme ça, mais c'est vraiment, on se dit en face, il y a quelqu'un qui est en galère et j'arrive pas à l'aider. J'arrive pas à l'aider, j'arrive pas à avoir l'info dont j'ai besoin pour l'aider en fait. La personne, elle va vouloir discuter, expliquer tous ses problèmes, machin. Fait: oui, 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 vous allez pouvoir expliquer tout ça aux personnes qui vont venir, mais dites-moi où vous êtes, etc. Enfin, et quand la personne passe 20 minutes au téléphone avec quelqu'un qui appelle le 115, bah pendant ces 20 minutes, tu as une cinquantaine de coups de téléphone qui se sont empilés derrière sur le standard, et il va falloir qu'elle les prenne dans l'ordre d'arrivée, parce qu'après elle appuie sur le bouton et tac, ça arrive à la chaîne. Et non, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc ils ont beau être nombreux, il y a encore plus de personnes qui appellent le 115. Surtout qu'en plus, tu as le 115, tu as les requérants qui appellent pour avoir une place. Tu as les particuliers qui appellent pour signaler des personnes qui sont en train de dormir devant chez eux ou dans le quartier ou machin, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir les chercher pour les aider, etc. T'as plein de trucs comme ça, plein de signalements. Et donc c'est là que le 115 aussi des fois me file l'info, et moi après avec la régule je vais voir il y a quelqu'un dans tel secteur, je vais voir où sont les camions qui tournent pour les envoyer chercher telle personne pour éventuellement euh, entamer une discussion avec elle pour savoir qu'est-ce qui se passe, quels sont ses besoins, est-ce qu'elle a besoin d'un hébergement. J'anticipe les choses parce que cette personne-là, je sais que si elle a besoin d'un hébergement, j'ai déjà une place, donc je préviens l'équipe: voyez si elle a besoin d'une place, si elle n'a pas besoin, si elle a pas besoin, il y a voilà, mais si elle a besoin, on a. Donc posez-lui la question, etc., etc. Donc ouais, le 115, c'est une vraie usine à gaz, hein. Le soir, c'est chaud. C'est chaud, et c'est vrai que c'est plus pratique quand tu as une prise de courant pour brancher ton chargeur, ou si tu as un téléphone fixe pour les appeler, parce que sinon tu peux tomber en rate de batterie avant d'avoir réussi à avoir la régulation au téléphone. Il y a également certaines personnes qui préfèrent ne pas prendre le risque de se faire dépouiller pendant leur absence, parce qu'elles ne peuvent pas prendre avec elles l'intégralité de leurs affaires, matelas, vêtements, sacs de nourriture, effets personnels, c'est pas possible. Et c'est pour cette raison que des places apparaissent comme par magie le soir. C'est tout simplement que, passé une certaine heure, on considère que les personnes ne se présenteront pas, du coup on redistribue les places aux personnes en attente. Le plus souvent, il s'agit d'accueil de nuit qu'il faut quitter au petit matin en emportant toutes ses affaires. Il faut alors reprendre les démarches depuis le début, appeler le 115, demander si une place est disponible le soir, et ainsi de suite. Et pas la peine de faire les malins en disant il a qu'à camper devant l'accueil de nuit, hein. Les personnes qui ont une place la veille ne sont pas prioritaires le lendemain. Et en plus de ça, si on a une place le lendemain, il se peut qu'elle soit à l'opposé de l'endroit où on se trouve, dans un autre centre d'hébergement. Il y a aussi des sans-abri qui ont déjà été par le passé dans des centres d'hébergement et qui y ont vécu des choses traumatisantes, comme des vols de leurs affaires, des violences, de la cohabitation forcée avec des personnes qui étaient parfois alcoolisées. Même si énormément d'efforts ont été faits pour éviter que ce genre d'événements indésirables se reproduisent aujourd'hui, il devient très difficile de retrouver la confiance d'un sans-abri qui a vécu cela par le passé. Et c'est justement un des nombreux objectifs des maraudes. Les personnes que l'on croise pendant les tournées sont le plus souvent connues. Une fois la relation de confiance établie avec elles, il devient alors possible de leur proposer un café, une discussion, un bilan médical, une place d'hébergement, un suivi avec une instance de service social, et ainsi de suite jusqu'à la réinsertion. C'est un processus long qui peut parfois prendre des années,
pour les personnes qui sont les plus marquées par les événements qui les ont amenées à être là où elles sont. Les endroits publics où les personnes en rupture d'hébergement peuvent se reposer se font de plus en plus rares. Pics devant les immeubles, suppression des bancs publics, douches automatiques devant les sorties de parking. Les personnes chargées de l'urbanisme rivalisent d'ingéniosité pour faire comprendre, avec une subtilité tout en nuances, que les sans-abri ne sont pas les bienvenus. Une petite pensée à Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, qui avait mis des cages autour des bancs publics le 24 décembre, suite aux plaintes des commerçants qui trouvaient qu'il y avait un peu trop de sans-abri devant leur commerce. Des bisous, tout ça. Dans le métro, il y a des bancs spécialement conçus par des mecs dans des bureaux pour qu'on puisse pas s'allonger dessus. Parce qu'avant, les pauvres gens dormaient dans le métro. Maintenant, ils dorment mal dans le métro. En marginalisant de la sorte cette population, la société crée une distance avec eux. Parfois, les personnes qui réalisent des maraudes sont les seules personnes à leur adresser la parole de la journée. Cette désociabilisation crée à la longue des difficultés de plus en plus grandes pour réussir à mettre en place un processus de réinsertion. Et même quand la confiance s'installe sur la durée, accepter de l'aide d'un inconnu, ça peut être très compliqué pour l'estime de soi. Les sans-abri sont souvent stigmatisés, considérés comme des parasites par la société. Du coup, pour garder la tête haute, certaines personnes comme Régis, en plein plan grand froid par -5, nous disent que non, fait pas si froid que ça, hein, ça va, moi je gère. C'est pas encore un froid terrible, Birondou. Il y a pire que ça quand même. Hein. Beaucoup se mettent ainsi en danger jusqu'au jour où une équipe va les retrouver en situation d'hypothermie, inconsciente ou pire. J'ai pu ici qu'effleurer le sujet parce qu'il n'y a pas de situation type en réalité. Il y a autant de situations qu'il y a de personnes à la rue. Qu'elles soient logistiques ou psychologiques, il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer un refus. Il faut juste retenir 2 choses. Premièrement, tous les sans-abri ne refusent pas les places qui leur sont proposées. Si vous voyez à la télé un centre d'hébergement paumé dans le 94 où il y a des lits vides, ça ne veut pas dire qu'à l'échelle nationale c'est pareil. On manque de place. Demandez à n'importe qui dans la rue ce qu'il pense du 115, il vous répondra à chaque fois « Le 115, j'attends 1 heure au téléphone et à chaque fois on me dit que c'est complet ». Deuxièmement, lorsqu'il y a des refus, même si la raison vous échappe, dites-vous qu'il y en a une. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'une infime partie des expériences de vie qu'on peut rencontrer. Il est important de savoir faire preuve d'humilité et d'accepter de ne pas avoir les connaissances nécessaires pour juger une situation, plus forte raison une personne. Avoir un avis sur un sujet aussi grave, oui, pourquoi pas, mais lorsque nos propos commencent à devenir un copier-coller de ceux qui sont tenus dans un reportage d'1 minute 30, il est peut-être temps de mettre les 2 pieds sur le frein et de prendre le temps de se documenter. Alors oui, je sais, c'est une méthode qui prend du temps et on a tous des trucs en retard à voir sur Netflix. Mais il n'y a pas de raccourci possible si on veut bien faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura aidé à prendre du recul et à mieux comprendre ce sujet. D'ailleurs, voilà. Hop. Donc voilà où je revenais sur effectivement les sans-abri qui refusent de l'aide. Pourquoi ? Voilà, vous avez un petit éventail de situations qui expliquent pourquoi ils refusent de l'aide. Donc moi ma crainte c'est que ce soit pris pour du snobisme, du genre non moi je veux pas qu'on me file un sandwich, moi je veux qu'on me file je veux bien un sandwich mais uniquement s'il y a du jambon d'Aoste à l'intérieur. Enfin voilà, c'est pas du snobisme. S'ils refusent de l'aide, des fois c'est par pudeur, c'est très humiliant d'accepter de l'aide. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui expliquent le fait que les sans-abri refusent de l'aide. Et surtout, si vous voyez des reportages sur les sujets sur CNews, méfiez-vous de la ligne éditoriale de cette chaîne parce que des fois ils vont dire la vérité quand ça va dans leur sens, mais quand ça va pas dans leur sens, il y aura un petit peu de montage, hein, voilà. Parce que si seulement tous les centres d'hébergement en France ça pouvait être vide, moi je pourrais passer plus de temps à la maison avec mon fils, hein, moi je serais ravi, hein, mais quand je vais faire des maraudes la nuit pour la Croix-Rouge, alors parce que moi je les fais le vendredi soir en général, la nuit, je préfère les maraudes de nuit que les maraudes de jour. Franchement, si ça servait pas à quelque chose, si vraiment je croisais personne et que ça aidait personne, je resterais chez moi. J'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire que de perdre mon temps. Voilà quoi. C'est pas l'objectif, c'est pas de perdre son temps, c'est de faire un truc utile. Pourquoi
pourquoi je préfère les maraudes de nuit. Comme je disais tout à l'heure au début du stream, les maraudes de jour et les maraudes de nuit, on voit pas le même public. Je préfère en fait, j'ai pas de préférence au niveau du public. Je suis plus à l'aise avec le public de nuit, même si j'ai pas de préférence. Je peux être avec un public avec lequel je suis moins à l'aise. Ça veut pas dire que voilà. Moi, je suis à l'aise avec les deux. Je préfère les maraudes de nuit pour une raison toute simple, c'est que moi, je suis tout ça, tout ce qui est stream Twitch, point de vue social, les Twitch, Laurent Charrier social, les trucs, les reportages et tout ça. Tout ça, je le fais la nuit et le week-end. En journée, moi, je travaille en tant qu'EduxP dans un CESAD. Et quand je fais de l'associatif, si c'est une maraude, je préfère le faire la nuit parce que pendant ce temps-là, ma femme et mon fils, ils dorment. Ils sont en train de dormir. Donc ça me permet d'être un peu moins absent à la maison. Si je fais une maraude le dimanche en journée, bah concrètement, ils passent leur dimanche tout seuls. Donc c'est un peu compliqué de faire de l'associatif parce qu'après, quand t'es retraité, quand t'es étudiant ou quand t'es au chômage, voilà, tu peux avoir des plages horaires qui sont assez modulables. Moi, j'ai un boulot à temps plein, donc c'est vrai que le bénévolat, j'essaie de le faire au maximum le soir et la nuit pour pouvoir me dégager du temps le week-end pour être avec ma femme et mon fils. Donc c'est pour ça que je préfère les faire la nuit en fait, tout simplement. Voilà. Il y avait aussi un autre truc sur point de vue social. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre vidéo sympa qui parlait du sujet? Attends. Guxos. Personnellement, j'ai jamais eu de sans-abri qui refusait un sandwich ou une baguette de pain avec une bouteille d'eau que je lui donnais. Après, vu que je suis végétarien, j'ai toujours la question existentielle dont tout le monde se fiche, je pense. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire que je leur donne un sandwich fromage crudité ou un jambon beurre? Eh bien, pour ça, il y a une technique super simple que je file à tout le monde. C'est un peu un troll, hein, tu vois, mais eh bien, on peut leur demander. Parce que souvent, on va faire les courses au supermarché, on se dit, bah, je vais lui filer un truc à manger, ça va me coûter 1 euro ou 2 de plus dans mon panier de courses, voilà. Eh bien, quand on part de ce principe-là, eh ben, quand on rentre dans le supermarché, ben, on lui demande si il a une préférence. On lui demande, hein, s'il est végé, vegan, allergique au gluten, machin. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, hein. Franchement, il y a vraiment des gens, des fois, qui cherchent la petite bête. Je sais pas si c'est de la mauvaise foi pour se justifier de ne pas donner tout en restant bien dans sa peau, ou si c'est vraiment qu'ils y pensent pas. Mais quand je dis si vous voulez pas donner de l'argent à SDF parce que vous avez peur qu'il achète de l'alcool avec, quand bien même il fait bien ce qu'il veut avec l'argent que vous lui donnez, quand vous lui donnez de l'argent, ça devient le sien, donc il fait ce qu'il veut avec. Mais si vraiment vous avez envie qu'il mange l'argent et pas qu'il le boive, bah achetez-lui un sandwich. Et comme à ça tu peux pas répondre grand chose, et ben souvent il y a des gens qui viennent pour me dire ouais mais s'il est vegan et s'il est allergique au gluten, tu fais comment gros malin? Enfin bah tu peux lui adresser la parole un peu comme un être humain normal. Voilà, tu lui demandes voilà, ça m'agace beaucoup en fait les gens qui vont toujours trouver ils vont couper les cheveux en quatre pour toujours se dire oui mais dans telle situation, c'est compliqué. Et on va toujours me sortir des exemples, mais vraiment des situations claquées au sol. Pour dire, oui, effectivement, dans cette situation-là, effectivement, tu ne peux pas aider cette personne dans cette situation précise. Mais est-ce que cette situation précise se présente souvent? Est-ce qu'elle est vraiment représentative des gens que tu croises dans le métro, dans le truc? Si t'as pas envie de donner, tu donnes pas. C'est pas à moi de gérer. Je parle pas à toi, Augustus, hein, mais je parle un peu à l'homme de paille. Les gens sur Twitter qui me disent ça à chaque fois. Oui, mais machin, et truc, et moi j'ai telle situation. Mais il faut que les gens arrêtent de se justifier de pas donner, quoi. Si vous voulez pas donner, bah contentez-vous de pas donner, mais venez pas donner des arguments pour pas le faire, quoi. Enfin, c'est à vous de gérer ça vous-même, quoi. Je peux pas régler les problèmes de tout le monde. Je suis un peu pédant quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est selon d'être le confident et de juste servir à valider le comportement de personnes qui veulent pas donner. Si vous voulez pas donner, vous donnez pas, il n'y a pas de souci.
Je vais pas venir vous juger, venir vous taguer sur Twitter en disant ouais, tu donnes pas, tu devrais avoir honte. Enfin non, non, c'est vraiment... Non, l'objectif de mes vidéos, c'est vraiment de sensibiliser aux gens, de mieux faire comprendre le comportement des personnes qui sont en galère pour que les personnes qui ont envie de donner ne s'abstiennent pas de le faire pour des mauvaises raisons. Après, si de toute façon elles ont décidé de pas donner, ok, mais moi je peux faire avec, y a pas de souci. Moi, je vais me focaliser sur les gens qui ont envie de donner, qui savent pas comment faire. Je vais leur donner des astuces, des machins, des clés. Mais ceux qui n'ont pas envie de donner, de toute façon, la messe est dite. Je pourrais de toute façon apporter tous les arguments que je veux. Ils n'ont pas envie de donner. Ils le feront pas. Donc, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Il y a plein de personnes autour de moi qui sont vraiment dans l'associatif. Et j'ai déjà assez de boulot comme ça pour aider les gens qui ont envie d'aider. À dire comment faire, etc. Vraiment, faut pas culpabiliser si on n'a pas envie de donner. Ou en tout cas, faut pas venir se justifier sur les réseaux sociaux, venir argumenter pour expliquer pourquoi on donne pas. Non, mais si on donne pas, il suffit de rien dire en fait. C'est très gênant pour moi. C'est très gênant pour moi d'être sans arrêt tagué ou avoir des commentaires sous les vidéos de gens qui vont faire des pavés comme ça pour me décrire une situation mais tordue, mais vraiment des situations tordues pour expliquer. Et oui, et là, et là je peux pas donner, et là tu peux rien dire. Bah oui, bah tu veux quoi, une médaille? Enfin, je sais pas, c'est... Oui, ok. L'exemple que tu donnais est bon, effectivement, dans telle situation, tu ne pouvais pas donner. Ok. Et après? Est-ce que ça invalide la vidéo? Parce que les commentaires qui justifient le fait que les gens donnent pas, des fois, ils sont tellement hors sujet, des fois, c'est vraiment malaisant de voir comment les gens se débattent pour justifier. On voit que les gens font des pavés tellement longs, des fois, qu'on voit qu'ils se sentent extrêmement mal à l'aise, en fait. Hein. Les gens sont en souffrance, en fait. Ils se sentent tellement pas bien de ne pas aider les autres qui sont obligés de faire des pavés pour se justifier, pour expliquer la situation dans le moindre détail, machin, alors que, en fait, s'ils n'avaient pas lâché leurs commentaires, personne sur Internet n'aurait su que ce jour-là, ils n'auraient pas donné quelque chose à quelqu'un. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez eux, qu'ils ont besoin d'expliquer, c'est vraiment compliqué. Je demande en général ce qu'ils veulent, mais je leur dis pas que je suis végétarien. Oui, voilà, à la limite, ils s'en fichent. C'est pas. Ils ont pas de dire ouais, je suis vegan, t'es vegan aussi. Ouais, yeah. Ça, après, ça dépend le contexte. Si t'as envie d'échanger avec eux, de discuter, voilà. Si l'objectif c'est juste de leur filer un truc à bouffer, voilà, je vais faire les courses. Vous voulez un truc particulier, un sandwich, un fruit, voilà. Moi, ça m'arrive des fois, j'achète un gros paquet de bananes, un truc comme ça. Je propose à quelqu'un, il y avait un mec qui faisait la manche, le pauvre il était sous la neige, c'était il y a quelques semaines, là, il était sous la neige, le mec, je lui dis, bah, vous voulez un truc, là j'ai je sais pas combien de viennoises machin, et le truc il me dit, ah non, bah, c'est possible une banane, bah vas-y, prends une banane, tu veux deux bananes machin, fait, non, non, juste une c'est bon, merci beaucoup, vas-y, choisis laquelle, et tac, il a pris, le mec il avait le masque, Covid, alors j'ai pas pris la banane pour lui donner, mais je lui dis, tiens, vas-y, j'ai pris les régimes, je lui dis, tiens, prends la banane que tu veux, il a pris la banane, clac, il a craqué, et puis... Moi, ça m'a coûté quoi? 25 centimes, un truc comme ça. Voilà. Et le mec était content, et puis voilà, je le crois souvent, le gars, à chaque fois je lui propose un truc, et à chaque fois il prend un fruit. Donc voilà. Puis les fruits, c'est pas très Covid, hein, parce que tout le monde dans le supermarché, tout le monde tripote les fruits, les machins, donc il faudra avoir des lingettes pour désinfecter les fruits avant de les passer à quelqu'un, mais c'est vraiment pas évident, quoi. Je pense aussi que le vegan SDF met ses convictions de côté pour la survie. Oui, oui, bah, c'est un des premiers arguments des anti-véganes. Ils disent, moi, je suis sur une île déserte, moi, le lapin, je le bouffe. Bah oui, mais on n'est pas sur une île déserte, en fait. Enfin, je veux dire, si pour toi, l'argument pour toi de pas être vegan, c'est que si tu es sur une île déserte, tu bouffes de la viande, bah c'est un mauvais argument pour pas être vegan au quotidien en fait, parce que là c'est bon, on n'est pas en mode survie, hein. Tu veux manger tout ce que tu... Enfin, on n'est pas soumis à de la nourriture aléatoire, là. Tu vas au supermarché, tu peux bouffer des fruits de la passion 7 sur 7 tout au long de l'année, 12 mois sur 12, donc enfin, c'est... Ne pas être vegan aujourd'hui c'est un choix, c'est pas... Enfin voilà, c'est... J'ai besoin de viande pour survivre, bah pas 2 repas par jour concrètement, si tu peux manger de la viande une fois par semaine, tu vas pas mourir quoi, enfin voilà, c'est... Manger de la viande c'est un choix. C'est pas une... Manger de la viande 2 repas par jour, 7 sur 7, c'est un choix. C'est pas un besoin physiologique incontournable ou une nécessité de survie parce qu'autour de nous, oh mon Dieu, dans le supermarché, il y avait que de la viande, j'ai pas pu acheter autre chose. Non, voilà. Puis en plus, la viande, ça coûte plus cher que le reste. Donc même, ne serait-ce que d'un intérêt très égoïste, très pécunier, moi, je mange moins de viande parce que bah, ça coûte moins cher. Et j'en ai pas besoin au quotidien de bouffer de la viande. Donc voilà.
C'est surtout un problème de conviction. Je n'aime pas acheter de la viande pour moi et pour les autres, mais avec un SDF, je vais pas lui imposer s'il demande un jambon beurre. 2 fois par jour, t'es gentil, ouais, 2 fois par jour. Non mais voilà, clairement, si le mec il a faim, qu'il a besoin de ça, bah voilà, tu veux manger ça, tu veux manger ça. Après, voilà. Tout comme moi, quand je fais des maraudes, des machins, je veux pas imposer aux gens, je veux pas m'entourer uniquement d'amis qui font des maraudes. Tu fais pas de maraude, tu donnes pas un sans-abri, je te parle plus. Salut, au revoir. Bah non. Non, j'ai des amis qui m'ont tourné le dos, hein, parce qu'ils aimaient pas ce que je faisais, associatif, machin. Ils disaient oui, non, ce que tu fais, vraiment, ton militantisme, ça me saoule. Je te tourne le dos. Des amis de 20 ans, hein, 20 ans, 25 ans. Bah ok. Que je vais pas leur courir derrière, hein. Si ça les met mal à l'aise, peut-être que ça les renvoie à un truc qu'ils font pas, ou je sais pas. Il y a. J'ai pas le temps de gérer ça à leur place. Donc s'ils se sentent mal à l'aise avec moi dans leur entourage et qu'ils veulent me tourner le dos, bon bah tant pis. Voilà, hein, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des câlins à tout le monde et puis de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans leur peau, quand bien même ils se comportent pas d'une manière qui est similaire à la mienne. J'ai pas envie d'être entouré d'une armée de clones en fait. Moi j'ai plein de potes qui sont pas croyants, qui font pas d'associatif, qui bouffent de la viande en veux-tu en voilà, qui machin, bah voilà quoi. Tant qu'ils vont pas dans la rue le week-end pour aller tabasser des personnes dans les manifs qui prônent l'égalité homme-femme ou machin, moi ça me va, hein. Tant que t'es pas violent avec des minorités ou que tu tiens pas des propos racistes ou que tu donnes pas des sous à des associations homophobes ou voilà, moi ce que tu fais, ça m'est égal quoi. Il y a, il y a pas, c'est pas un concours en fait, c'est pas un concours. Faut pas prendre ce que je fais comme un modèle à suivre. Franchement, je vous le conseille pas, hein, parce que là, des fois, ça saoule ma femme, hein. Ah, tu fais encore un stream. Ah, t'as une maraude encore ce week-end. Ah, puis tu dois faire une formation, machin. Non, c'est saoulant. C'est saoulant, mais voilà, je suis comme ça et c'est pas, je suis pas et il y a des gens qui font encore plus que moi. Il y a des gens qui font du 7/7 et machin. Là, Monsef, là, le collègue Croix-Rouge qu'on voit sur la vidéo, le bénévole, celui qui est chauve, lui, mais tous les week-ends, il fait des postes de secours. Je sais pas comment il fait. Il fait des postes de secours tous les week-ends. Là, en plus, maintenant, comme moi, il est devenu formateur, donc il fait en plus des formations PSC1. Il fait de la maraude. Il est tout le temps, tout le temps. Après, lui, il est pas sur Twitch, il fait pas du YouTube, donc c'est vrai que ça s'équilibre en fait. Voilà, mais ouais, faut vraiment être à l'aise avec ça et pas chercher le concours avec des gens qui font des trucs qui sont pas dans vos habitudes ou qui sont pas dans votre délire. C'est pas un concours, c'est pas la course au plus gentil et tolérant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est triste que des gens le voient comme ça. Bah après, voilà. Moi, si. Putain, je suis loin d'être irréprochable, hein, franchement. Si je faisais la liste de tout ce que j'ai amélioré dans ma vie, laisse tomber, hein. Je me fais cancel direct sur les réseaux sociaux, hein. C'est hardcore tout ce que je fais de mal dans ma vie. Mais ce que je fais en associatif, c'est pas pour compenser, pour me sentir mieux dans ma peau. C'est les trucs que je sais faire, ça peut servir à quelque chose, et bah voilà, je le fais. Voilà. Là, franchement, j'allume mon PC, je branche la caméra, je réponds à des questions, c'est pas fou. C'est surtout du temps, en fait, ça me prend surtout du temps. Euh, c'est moins de boulot que de produire une vidéo sur Point de vue social, à faire les sous-titres et tout ça, ou aller faire une maraude, ou préparer une formation PSC1. Ouais, là, c'est du taf, c'est fatigant, c'est machin. Là, dans quelques instants, quand je vais couper la caméra, je vais aller me poser avec mon fils. Ah ben non, même pas, faut que j'aille faire les courses. Bon, ouais, bon, bref. Je me reposerai ce soir. Ce soir, pas de stream. Donc voilà. Parfois, il y a même des dérives de gens qui veulent tellement être tolérants qu'ils en deviennent élitistes et intolérants. Ouais, bah après, ça, chacun fait comme il peut et gère ça comme il veut, quoi. Voilà. Écoutez, la cagnotte, elle a dépassé les 72 000 euros. C'est ouf. C'est ouf. Merci beaucoup à tous ceux qui donnent depuis le début de l'event. Je vais vous laisser. Je vous propose de rester encore quelques instants pour aller faire un petit raid.
Je vais re-essayer de faire un raid. Je vais regarder qui est en stream. J'avais essayé chez Julien l'autre jour. Là, il y a Stream Partie d'Action. Il y a Fred qui fait un stream du club Dorothée. C'est n'importe quoi. Écoutez, je vous propose qu'on aille faire un raid chez Fred. Il y a 40 personnes. On va aller lui donner un petit coup de pouce. Si vous voulez partir, attendez juste 20 secondes que je puisse lancer la commande raid. Et vous faites un gros bisou à Fred de ma part pour lui donner de la force, pour l'encourager à être... En plus, il regarde le premier Club Dorothée, là, j'étais devant, j'étais tout petit, je m'en rappelle, j'étais devant la télé, j'ai vu ce premier Club Dorothée. Raid. Et je vous remercie d'avoir été avec moi hier et aujourd'hui. Fred Zolf, allez lui donner de la force, faites-lui des bisous de ma part, et surtout... Surtout, bah, vous êtes quelques-uns. Dès que vous arrivez sur sa chaîne, vous faites une petite vague de follow. Ça va lui faire plaisir. Il est en train de faire l'idiot. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et des autres. Et puis, on se retrouve lundi pour un stream avec Gwen, qui va nous parler de sa fille qui a une dysplasie de la hanche. Elle va nous raconter un petit peu son parcours médical et tout ce qu'elle a pu mettre en place pour lui venir en aide. À très bientôt. Au revoir.